Et boum, on se retrouve pour une nouvelle émission. Alors moi je dis souvent, l'adage c'est penser global pour agir local. Alors ici on a l'habitude de souvent penser très large, mais aujourd'hui on va prendre du temps pour venir sur quelque chose, une problématique plus locale, puisqu'il y a des prédateurs, pour être très clair, qui veulent couper une forêt très près de cette région là où on est aujourd'hui. Et pour ce faire, j'accueille Gabriel Cotte et François Cuneo. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue à vous. Si vous pouvez vous présenter pour commencer, un peu dire qui vous êtes. Oui, alors moi je suis François Cuneo, je suis membre fondateur de l'ASBBE, l'Association pour la sauvegarde des bois de ballons et environ. Cette association a été créée euh, en tout début juillet 2024, suite à l'occupation des jeunes des grondements des terres de la forêt de ballons. On en parlera un peu plus tard, je pense. Merci. Et Gabriel. Je suis docteur en hydrologie de l'Université de Lausanne et je travaille comme médiateur scientifique sur le thème de l'eau. Protéger sa terre, c'est quelque chose d'essentiel qui a commencé depuis l'humanité presque, et puis qui continue parce que cette destruction, elle se perpétue, elle se poursuit. Il faut être vigilant parce que sinon, ils veulent tout nous prendre, tout exploiter. Est-ce que vous pouvez un peu en dire plus sur ce projet qui a Holcim, je crois, hein, c'est la société qui souhaite raser la forêt de Ballons. Dans quel but ils veulent faire ça? Pourquoi? Pour quel gain? Comment ça s'inscrit? Enfin, mettre un peu du contexte à cette catastrophe pour lesquelles certains citoyens prennent le taureau par les cornes et essayent de faire quelque chose pour que ça ne se passe pas. Alors la forêt de Ballons, pour elle, elle est magnifique, mais elle a un gros désavantage, c'est d'avoir le trésor vaudois constitué par du gravier dans son sous-sol. La plus grande source de gravier vaudoise est à Ballons, 18,5 millions de mètres cubes. C'est quelque chose dont le canton dit avoir besoin, parce que le canton continue à aller dans son combat, dans sa vue permanente d'aller plus loin dans la consommation de béton, de construction, et elle doit assurer aux bâtisseurs sa fourniture en matière première. Et la matière première ici, c'est le béton pour nous. C'est le gravier pour nous, pour faire du béton. Et si je peux rajouter, au pied du Jura, il y a déjà une myriade de gravières, que ce soit de Bière jusqu'à Orbe et au-delà. Et géologiquement, ça s'explique par la dernière glaciation où le grand glacier du Rhône a déposé des sédiments en provenance des Alpes qui étaient de ce type gravier-sable qui est parfait pour faire du béton. Donc c'est pour ça qu'on retrouve tout plein de petites à moyennes gravières au pied du Jura. Mais là, le projet dont il est question aujourd'hui, c'est une méga gravière, donc qui est vraiment, en termes de surface, qui est énorme. On parle de 18 millions de mètres cubes. C'est 3 fois et demi la pyramide de Khéops, la plus grande pyramide d'Égypte. Et c'est actuellement, pour le projet actuel, parce qu'on va voir qu'il y a des extensions prévues dans les prochaines décennies, c'est 60 hectares de forêt. Donc la surface de la ville de Morges où on se trouve aujourd'hui. Donc effectivement, pour nous, et en plus en Suisse, c'est vraiment énorme. Est-ce qu'il y a d'autres projets comme ça, aussi gros en Suisse, dans la région, qui existent, ou c'est particulièrement démesuré? Bon, en tout cas, ce projet-là, il ne s'arrête pas à ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire la société Holcim. Au départ, on sait déjà que toute la forêt va y passer. Pour l'instant, c'est une première étape. La deuxième partie sera exploitée par Orlati. Les deux compagnies, Holcim et Orlati, sont en procès actuellement. On ne sait pas si c'est terminé ou pas. Il y a très peu d'informations qui sont données réellement pour savoir où on en est. Mais une fois que notre première moitié de forêt sera détruite, la suite suivra, ça c'est sûr. Il y a aussi juste à côté, la forêt de Bougerie qui va être touchée également par une autre gravière, une extension de la gravière des Délices, qui est déjà à Apple et qui est en fonction. Voilà, en tout cas, chez nous, on est une zone sinistrée quelque part. On est le parc Jura vaudois, mais on est une zone sinistrée. Si ça venait à se réaliser. Mais bien sûr qu'on fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Et c'est déjà le cas avec le nombre énorme de gravières qu'il y a actuellement. Ça rajouterait encore plus de pénibilité à la région.
comment on arrive à obtenir des droits pour faire ça? Parce que, évidemment, je suis aussi un peu cette histoire et il me semble qu'il y a quelques malversations derrière, finalement, la concession qui est donnée par, je ne sais pas, le canton, j'imagine, euh, pour faire cette exploitation-là. Donc peut-être, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire pour aussi ceux qui font face à ce genre de situation puissent se dire, mais c'est à quel moment qu'on peut agir, c'est quand qu'on ne peut pas agir, et à quoi il faut être vigilant et ce genre de choses. Ouais. Alors, la gravière de Ballon, il semblerait qu'on en parle depuis 40 ans. Donc, mais il y a eu un grand silence sur ce sujet pendant des années et des années. Et puis, pendant le Covid, il y a eu une enquête de Heidi News qui est sortie, écrite par en particulier Claude Bechtold, qui est absolument extraordinaire, qui montre comment cette accaparation de la forêt de Ballon tourne au western quelque part. Il parle véritablement, mafieux, hein. Il parle vraiment de Magouille et western, ouais. compagnie. Et que les choses ont été achetées à des prix dérisoires, des droits d'exploiter le sous-sol, en ce qui concerne la partie Holcim, que la commune de Ballon a, comment on va dire, bradé quelque part, mais c'est pas de sa faute. Elle n'était pas au courant. Hein. Et puis les Holcim, vous pensez bien que eux, ils étaient au courant. Bechtold montre bien que la personne conseil de la commune de Ballon faisait partie d'Holcim. Donc, comment voulez-vous être bien conseillé alors que vous êtes... voilà, c'est juste pas possible. Et puis la partie Orlati, Orlati a très très bien fait les choses, toujours en douce, très facilement, en avoir chacun, en disant à chacun que s'il ne faisait pas, l'autre allait, et de toute façon, ce ne serait pas possible de faire autrement, et les gens se sont laissés faire. Juste une petite chose, on pourra en reparler après, je pense qu'on ne peut même pas en vouloir vraiment à ceux qui ont vendu, parce que quelque part, cette problématique environnementale, elle est assez récente quand même. Et ces gens-là, à l'époque, on vendait une forêt, on vous propose des dizaines de milliers de francs, peut-être, en tout cas des dizaines de milliers de francs. Cette forêt, elle vous coûtait plutôt pas mal, il fallait l'entretenir, tout ça, voilà, on vend. Et maintenant, j'en connais, d'ailleurs, on en a vu lors de nos premières séances, je connais des gens qui ont vendu et qui le regrettent amèrement. Mais c'est trop tard. Enfin, c'est trop tard. Non, parce que nous, on va essayer de tout faire pour que ça n'ait pas lieu. Mais voilà, les choses ont été vendues quand même. On ne sait pas trop comment faire pour revenir en arrière à ce niveau-là. Si ce n'est interdire cette destruction de forêt, puis après, ils se débrouillent. Et peut-être pour préciser, rajouter, de dire ce qu'il y a à la clé. À la clé, c'est 1 milliard de francs de bénéfices. Alors pour les deux projets cumulés, celui d'Orlati et celui d'Holcim. Donc si on se concentre pour celui qui est actuel, qui est en route, c'est celui d'Holcim, c'est 500 millions. Pour ces 500 millions de bénéfices, c'est 250 millions de bénéfices d'extraction du sable pour en faire du béton. Les autres 250 millions, c'est les terres d'excavation de tous les chantiers de la région qui, quand on fait un bâtiment, comme c'est le cas par exemple ici à Morges, il y a des nouveaux quartiers qui sortent, on doit excaver la terre et ça devient un déchet. Avant, ça pouvait être utilisé pour faire tout simplement les bâtiments, en terre ou pas. Maintenant, c'est un déchet que l'on doit mettre en carrière, en déchetterie. Et donc ça, quand on ouvre une gravière, ça laisse un espace, un volume, et les exploitants gagnent autant par mètre cube, donc ils vont gagner 250 millions en permettant à des entreprises de chantier de venir y déverser leurs terres d'excavation. Donc c'est 500 millions de bénéfices qui sont prévus. Sur combien d'années ? L'exploitation est prévue sur 30... Alors, la première partie, c'est 30-40 ans. Ça dépend si ça va vite ou si ça ne va pas vite. Parce qu'en fait... on nous vend cette gravière en disant que c'est une solution miracle parce qu'on a le train qui va jusqu'à Ballon. Or, pour charger le gravier qui va descendre jusqu'à Morges et pour monter les terres qui viendront de Morges. Mais voilà, même ça, c'est pas des chiffres que nous donnons nous. Au mieux, les exploitants nous expliquent que ce sera 40% qui seront transportés par le train, au mieux. Et on en est très loin pour l'instant, parce que
Il y a déjà la carrière des délices qui tourne en ce moment, qui prend une partie des trajets. Il y a, en fait, la gare de Morges, elle est bloquée. Elle ne peut pas aller plus loin dans le stockage du gravier pour l'instant. Donc, pendant des années, on aura très peu de trains. Et donc, comme ils ne peuvent pas aller plus loin, disent-ils, il va falloir ralentir le rythme de la gravière, de l'extraction. Donc, ça pourrait prendre plus d'années que ces 30 ou 40 ans. À voir. En fait, on ne sait pas très bien. Alors, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des gens qui peuvent gagner beaucoup d'argent. Alors, déjà, qui, à part l'entreprise? J'imagine qu'ils annoncent ça. Enfin, ils essayent aussi d'annoncer avec le plus de greenwashing possible en disant que les retombées économiques profiteront aussi à la région, j'imagine. Alors, première question, c'est, voilà, qui va en tirer quel bénéfice? Et puis surtout, qu'est-ce qu'on va perdre? Parce que si vous avez créé l'association dans laquelle maintenant vous battez, c'est évidemment parce que vous voulez éviter la catastrophe ou préserver quelque chose qui serait bien de peut-être expliciter. Qu'en est-il? Alors, pour ce que fait miroiter des entreprises comme Holcim, au niveau emploi, tu dirais quoi, François, pour la région? Alors, ça ne va pas être énorme. Hein. Ouais, j'ai pas entendu beaucoup de... C'est très peu d'employés, ça Ouais. c'est une chose. Par contre, il y aura des retombées financières pour les communes. Mais ça non plus, on ne sait pas, parce qu'il semblerait que ce soit très très peu. Bechtold explique que l'exploitation du gravier, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On parlait de Far West tout à l'heure. Les Américains, aux États-Unis, quand on fore pour du pétrole, les compagnies pétrolières touchent 10% en réalité du prix, du marché, quoi, des ventes. Et 90% va aux propriétaires. Alors qu'en Suisse, enfin dans le canton de Vaud, en tout cas, là, pour les gravières, pour les graviéristes, eux c'est exactement le contraire. Ils touchent 90% pour eux et 10% au mieux pour les communes. Oui, parce que les propriétaires, évidemment, c'est des lieux publics, c'est une forêt publique. Alors, public, et il y a des privés. La partie Holcim, c'est public, c'est la commune. Et la partie qui suivra, Orlati, c'est des privés. Mais oui, on a ce problème. Alors qu'en fait, aux États-Unis, enfin, pour le pétrole, il y a énormément de risques. C'est ce que nous explique Bechtold, qui est assez dingue, parce qu'il y a énormément de risques pour... vous pouvez avoir un feu de puits, une explosion, des destructions. Avec le gravier, c'est zéro risque. Donc, ils sont absolument assurés de gagner la somme d'argent dont a parlé tout à l'heure. Le jackpot. Le jackpot, quoi. Ok. Alors, si je peux enchaîner, les retombées semblent être minimes, ou en tout cas très peu d'emplois et puis un petit 10% pour les communes, mais les nuisances sont énormes. Là, on parle de méga gravières, et donc la première, bien sûr, c'est la perte d'une forêt. Donc, ce serait une forêt entièrement rasée, donc avec la perte de tout ce qu'elle fait profiter aux humains et aux non-humains. Et ensuite, c'est bien sûr toutes les nuisances liées à une industrie lourde pour la région, donc le bruit, les poussières. Et ensuite, le petit grain de sable, justement, qui est plutôt en notre faveur pour l'instant, c'est les camions. Parce que ça demanderait de mettre plus de 230 camions par jour sur les routes de la région. Et comme on te l'a dit tout à l'heure, il y a déjà énormément de gravières dans le coin qui en mettent déjà presque autant dans la région. Donc là, il y a quelque chose, on arrive à rallier des sympathisants, sympathisantes, c'est qu'il y a déjà une saturation de camions. Même si on promet 40% au maximum sur le BAM, donc sur le train local de transport, il y aura 60% du gravier qui sera transporté par camion. Donc ça fera une saturation des routes locales. Quelles sont les forces en présence? Et puis, est-ce que c'est irrévocable, j'ai envie de dire? Est-ce que le projet il est déjà tellement avancé qu'il y a plus moyen? À quel niveau on peut bloquer ce genre de projet? C'est toute la question. Évidemment, tout ça, ça semble être trop tard maintenant. La mise en enquête va se faire normalement en fin de cette année. Alors nous, évidemment, on a déjà tout mis en place pour faire des oppositions massives à cette gravière. Et puis après, nous ferons les recours nécessaires jusqu'au tribunal fédéral
pour empêcher tout ça. Le but, c'est de faire gagner un maximum de temps, déjà, pour commencer, après, d'interdire. Mhm. Plus on gagne du temps, plus les choses iront dans notre sens. On le voit bien. Je vous parlais tout à l'heure de ces gens qui ont vendu sans se rendre vraiment compte de ce qu'ils faisaient. Le béton, maintenant, personne n'en parlait il y a 7-8 ans, à l'époque où Plateforme 10 a été créée. L'État de Vaud se vantait d'avoir utilisé je ne sais pas combien de dizaines de milliers de tonnes de béton pour faire ce musée, qui est À Lausanne, donc. qui est une aberration totale au niveau de la construction. Donc, mais maintenant, ils n'oseraient plus jamais faire ça. Il y a un retournement de situation et les gens se rendent compte, commencent à se rendre compte, on le voit bien en discutant, nous, parce qu'on discute avec énormément de gens, le vent est en train de tourner. Les architectes sont en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent plus continuer comme ça. Et il y a tellement d'alternatives dont on pourra parler tout à l'heure, et même l'EPFL est en train de les mettre en place, de former les futurs architectes, les futurs ingénieurs, les futurs bâtisseurs, avec d'autres propositions que ce fichu béton. Donc finalement, nous, pour sortir du tout béton, parce que finalement, on est contre ça. On n'est pas contre le béton, on est contre le tout béton. Le fait de mettre tous les œufs dans notre même panier et donc de subir de plein fouet toutes les... on peut en parler aussi après, des nuisances à l'échelle climatique et à l'échelle locale du béton. Bien sûr, c'est le but. Mais du coup, l'objectif, comme l'a dit François, c'est de gagner du temps parce que cette prise de conscience est en train d'avoir lieu. C'est toute une industrie qui date de près de 100 ans qu'il faut repenser, donc, comme beaucoup de chantiers dans notre société. Mais du coup, ça prend du temps. Donc, en espérant que cette prise de conscience amène à un changement des usages du béton et donc peut-être à une sauvegarde de notre forêt, il faut gagner du temps pour que ça se fasse. Donc, si je peux résumer peut-être les prochaines étapes, c'est que là, selon le canton et les exploitants, on devrait, donc d'ici 2 mois, fin 2025, début 2026, avoir la mise à l'enquête. La mise à l'enquête, c'est une fois que les exploitants et le canton ont bien ficelé leur étude d'impact avec des bureaux d'études d'environnement, ils vont nous donner un dossier de 300 pages détaillant selon eux les impacts sur l'environnement, sur les nuisances, tout ça, sur la société. Et on aura 30 jours, c'est le temps de la mise à l'enquête, pour étudier, éplucher ce dossier et puis proposer des oppositions. Donc on aura 30 jours face à plus de 30 ans, un projet qui a plus de 30 ans d'ancienneté et qui implique un canton et puis une multinationale mondiale du béton. Donc c'est juste pour un peu la petite distinction et peut-être un problème démocratique, on pourrait dire. Oui. Donc quand on aura cette mise à l'enquête, on va l'éplucher, on va créer des oppositions clés en main que les gens pourront télécharger sur notre site internet. Une chose importante, tout le monde peut faire opposition. Donc la première étape, opposition au projet, tout le monde peut faire opposition en choisissant des spécificités. Moi, je fais opposition pour l'eau, pour les camions, pour préserver tel animal. On pourra faire des personnalisations et les gens devront signer, nous les renvoyer signés. Ça, c'est un manuscrit, je crois. Ou non, signé. Ça marche en virtuel aussi, Oui. donc il faudra nous les rendre signés. Quand tu dis tout le monde, tout le monde. Quelqu'un qui est Céline Dion peut envoyer tout le monde sur la planète, exactement. Ah oui, tout le monde peut faire opposition. Après, vu la suite de l'opposition, c'est la levée des oppositions. Et vu que le canton, pour lui, on pourra revenir là-dessus aussi, c'est une mesure prioritaire, quitte à sacrifier une forêt protégée, c'est une mesure prioritaire, donc probablement qu'à la suite de ces 30 jours et de nos oppositions, le canton va lever une à une facilement les oppositions, parce qu'il va invoquer le droit prioritaire. On a besoin de béton, c'est pour ça qu'il lance cette méga gravière. Donc la deuxième étape, ça sera de faire recours, si je comprends bien, à la levée de ces oppositions. De dire, je ne suis pas d'accord sur votre levée d'opposition, je maintiens mon opposition. Et ça, pour cette deuxième étape, il faudra, Céline Dion ne pourra plus faire un recours contre la levée de son opposition, il faut être à moins de 100 mètres des nuisances directes de la gravière. Et là, c'est un grand débat qu'on a eu hier lors d'une de nos séances d'Info Village. C'est qu'est-ce qui définit dans la loi une nuisance? Parce que finalement, c'est très restrictif. Et là, qu'est-ce qui fait nuisance? C'est d'être impacté directement par le bruit, par les poussières. Donc là, seulement les personnes à 100 mètres de la gravière ou des routes concernées par le tracé des camions pourront faire ce recours aux oppositions et qui nous permettra, nous, ensuite d'aller au tribunal cantonal et après peut-être, si on perd au tribunal cantonal, aller jusqu'au tribunal fédéral.
Donc, première étape, tout le monde peut faire opposition. Deuxième étape, seulement ceux qui sont à 100 mètres des nuisances des sites, des routes ou de la gravière pourront faire un recours avec nous en justice. Donc l'idée, faire durer pour que peut-être une réalisation sociale et populaire prenne de plus en plus d'ampleur pour qu'à un moment donné, peut-être politiquement, ça soit plus tenable. Et puis sur les années, eh bien que finalement ce projet soit abandonné. C'est ça, je dirais, le plan idéal qui pourrait se passer. Comme dans toute lutte, comme dans tout combat écologique, l'opinion est très importante. Si l'opinion porte sur leur politique, leurs représentants politiques, peut-être qu'ils appliqueront des choses dans le sens. Et là, on a besoin de décisions politiques, en tout cas au moins à l'échelle cantonale, pour réorienter la façon dont on construit. Et donc sortir de ce tout béton. Et ça prend du temps. Oui. Cette production, elle est faite pour la Suisse ou la Suisse, elle exporte aussi son gravier tout ça? Non, alors c'est vraiment exclusivement vaudois. Ah, même vaudois. Oui, c'est pour le canton de Vaud. On produit là normalement pour le canton de Vaud et pour les besoins du canton de Vaud. C'est en tout cas ce qu'on nous dit. Et c'est comme ça qu'ils vendent cette gravière. Locale. L'idée, c'est de diminuer le nombre de camions qui viennent de l'étranger. Disent-ils. Que de toute façon, on a besoin de ce gravier, enfin c'est leur argumentaire. C'est ça. Et que c'est mieux de le prendre chez nous plutôt qu'à l'étranger. Et à ça, vous répondez quoi? Que oui, si on continue de construire autant en béton, il faut toujours autant de gravier. Alors certes, on peut augmenter la part de local et donc éviter certains camions qui traversent des frontières, mais on a toujours ces mêmes nuisances climatiques. Et puis, et les camions, alors là, il y a aussi une hypocrisie bien Holcim, si on peut dire, parce qu'on a découvert récemment que la grande usine d'Éclépant d'Holcim, pour faire du béton, il faut brûler du calcaire pour faire du ciment à 1300 degrés. Donc c'est ça qui fait que le béton, c'est 9% de l'émission de CO2 de la Suisse. Et au niveau mondial, c'est à peu près pareil. Donc c'est énorme la note du béton. Et ça vient de cette fabrication. On a besoin de gravier, on a besoin de sable, que l'on va colmater avec du ciment. Et donc c'est ce ciment que l'on va brûler. C'est ce calcaire, cette roche calcaire, le mormon, entre autres, dont on a beaucoup parlé dernièrement, que l'on va brûler à 1300 degrés, qui va relâcher beaucoup de CO2. Et c'est aussi une réaction chimique qui va relâcher du CO2 et qui va permettre de créer le béton. Et pour que ces fours à éclépant marchent à 1300 degrés, il a été découvert que des camions venaient d'Italie. D'Italie, alors pour des matières inflammables qu'on n'a pas le droit de brûler en Europe parce que les normes suisses sont beaucoup plus laxistes. Et puis des pneus. Alors les pneus, on fait venir des pneus vaudois, des pneus de nos régions, certes, mais aussi de France parce qu'il n'y en a pas assez pour les faire pour faire chauffer les fours. Donc bonjour les camions, la localisation des choses, quoi. Je veux dire, c'est un peu, oui, tu parlais d'hypocrite, on y est en plein, quoi. Donc de relocaliser l'industrie et d'avoir moins de camions, c'est très hypocrite du monde du béton. Si je peux redire un peu la logique aussi du béton, c'est creuser une gravière, c'est transporter le gravier à un autre endroit, le transformer en ciment, faire des chantiers. Sur ces chantiers, c'est enlever les terres d'excavation et les remettre dans le trou. Donc ça, c'est des camions dans les deux sens. Alors que des techniques très anciennes, qui ont été utilisées depuis toujours dans l'humanité, et on pourra le dire après dans les états natifs, utilisent le matériel en place, la terre d'excavation, pour construire les bâtiments désirés. Et là, c'est 0 camion. Donc 10 ans du béton que ces gravières locales feront une industrie locale et donc moins de camions, c'est très hypocrite vu le fonctionnement de ce système béton. Et puis dans toute l'opération, qu'est-ce qu'on perd finalement? Alors, on comprend qu'on perd une forêt, mais perdre une forêt, c'est perdre beaucoup d'autres choses. Toi, tu es un expert en hydrologie. Ouais. Quels sont les dégâts qu'un tel projet inflige à la région, à la nature? Pour commencer, la forêt va être creusée sur 30 mètres de profondeur. À certains endroits, en moyenne, 20 mètres. Et puis pour le reste, alors c'est tous les sols, mais ça, je vais te laisser parler parce que je pense que c'est toi qui as vraiment... Mais déjà, pour cette forêt, si on dézoome un peu et qu'on regarde une carte, on voit qu'entre Genève et Lausanne, entre le Jura, le pied du Jura et le Léman, c'est une des dernières grandes forêts de cette taille. Donc les forêts, en 100-150 ans, ont vraiment énormément disparu. Donc c'est déjà pour la faune et la flore, c'est une zone refuge indispensable. C'est pourquoi il est inscrit dans une loi vaudoise, il me semble, de protéger les forêts. Parce que balayer le canton en disant priorité à la création de béton. Mais
on a des lois qui protègent les forêts parce qu'on sait que maintenant, c'est des milieux qui sont primordiaux pour la faune et la flore. Pour l'eau, si vous voulez ne plus avoir d'eau en quantité et avoir de l'eau de mauvaise qualité, raser les forêts, c'est la meilleure solution que vous pouvez avoir. Si vous voulez préserver une eau vivante et une eau de bonne qualité, une eau filtrée naturellement qui demande très peu de coûts pour avoir de l'eau potable dans votre robinet, gardez les forêts. Les forêts sont les meilleurs alliés que l'on a, à la fois pour les dégâts climatiques et à la fois pour préserver l'eau. Pourquoi ? Parce qu'un sous-sol forestier, c'est une myriade de micro-organismes, c'est des racines, c'est des champignons qui vont filtrer l'eau. Si elle est polluée, ça va la rendre pure, ce qui va permettre de recharger les nappes phréatiques avec de l'eau absolument pure. Ce qui va éviter ensuite, quand on va la pomper, de devoir faire des traitements très coûteux, d'avoir des technologies très coûteuses pour avoir de l'eau potable. Et ensuite, en plus de filtrer, ce sont des véritables éponges. Les sols forestiers, bien mieux que des sols agricoles ou tout type d'autres sols, les sols forestiers sont des éponges avec l'humus forestier qui vont conserver l'eau et ça va l'accumuler pendant les périodes de pluie et pendant les périodes de sécheresse, ça va la rendre gentiment aux paysages et aux rivières et aux nappes phréatiques. Donc, pour garder l'eau et pour avoir de l'eau de bonne qualité, il faut s'allier avec les forêts, ce qu'on fait depuis tout le temps la vie et nos ancêtres. Et le gravier, je crois que tu ne vas pas me contredire, c'est lui-même une éponge. Ouais. Et si vous enlevez le gravier et que vous le remplacez par des gravats, l'éponge, elle n'est plus là. Le filtrage, il n'est plus là. On perd tout. C'est plus la même qualité. Ouais. Voilà. C'est ça l'idée, donc, de remplacer... alors, comment ça se passe techniquement ? Tu arrives, tu coupes les arbres, tu enlèves les souches, et après, comment ça se passe Alors, il y a quand même des règles qui ont été mises en place parce que la région connaît bien les gravières, mais depuis, alors je ne saurais pas dire, mais je dirais depuis 10-20 ans, il y a quand même des lois maintenant pour préserver les sols. Donc les sols sont enlevés par horizon. Il y a l'horizon A qui est très noir, très organique. Après l'horizon B qui est un mélange de matière organique et de matière minérale. Et après les horizons en dessous. Donc les horizons sont enlevés et normalement on doit les remettre en place. Et de ça, on utilise une partie sûrement pour faire les buts de protection contre le bruit, donc ce qui va perdre une partie de la qualité. Ils vont excaver et soi-disant petit à petit ils vont avancer par tranches. Et après ils vont recombler. Mais ils vont recombler aussi avec, comme l'a dit, des terres d'excavation des chantiers qui n'auront forcément pas du tout la même qualité que ce que la forêt a mis des milliers d'années, depuis la dernière glaciation, des dizaines de milliers d'années, pour créer, c'est-à-dire des sols vivants, éponges et filtrants. Donc on aura une perte claire du sous-sol forestier et de son sol pendant au moins des centaines d'années. Pour avoir à peu près le sol que l'on a actuellement, on dit au moins 250 ans. Donc c'est pas parce que dans 50 ans on aura des premiers arbres qui poussent qu'on aura une forêt de la qualité que l'on perdrait si le projet aurait lieu. Au moins 250 ans pour que les sols se régénèrent. Quid des arbres ? Quel type de forêt existe maintenant ? Sur le lieu ? Oui. Alors la forêt, c'est un mélange entre les résineux et puis voilà, les feuilles, c'est une forêt. Alors elle n'est pas, c'est pas une forêt primaire. Hein, mais il y en a plus. Mais c'est une forêt d'exploitation. Mais voilà, c'est aussi un des désavantages qu'a cette forêt par rapport à sa protection. C'est que certains disent oui, mais c'est une forêt de protection, on s'en fiche, on l'enlève, on mettra d'exploitation, pardon, on mettra à la... quoi ? C'est-à-dire qu'on l'utilise pour le bois. La sylviculture. Voilà. Et qu'à la place, on va mettre encore des arbres qui seront mieux pensés pour le réchauffement climatique. On nous vend ça comme presque 3 fois mieux qu'avant, quoi. Et évidemment, ce n'est pas le cas. Comme vient de le dire Gabriel, tout ça, c'est un sous-sol de 250 ans à recréer, enfin tout un biotope à refaire. Alors, on vous montre 3 renards dans une gravière au bord d'une mare avec 2 grenouilles qui sont revenues. C'est ce qu'on nous montre. Le dernier temps présent nous a montré un truc comme ça sur les décharges et les graviers, les gravières. Eh bien, oui, bien, c'est vrai. Il y a d'autres choses qui arrivent provisoirement, mais ça ne remplace pas tout ce qui est actuellement en place et qui joue son rôle pleinement de protection du climat. Comment peut-on, en 2025,
détruire une forêt. Déjà, rien que ça, moi, je me pose juste cette première question. C'est juste inimaginable quand on sait ce qu'on vit, ce que les choses, ce que la Terre subit. Comment est-ce qu'on peut maintenant supprimer une forêt 43 hectares, 60 hectares, entre 43 et 60 hectares dans un premier temps, 90 sur une finalité un peu plus grande. Bah, moi, je trouve que c'est juste poser la question, c'est y répondre. Mhm. Mais on voit aussi avec les détails du projet, à la fois du canton et des exploitants, c'est qu'on persiste dans cette notion mortifère que l'on peut créer de la nature mieux que la nature. Qu'on est dans notre système d'ingénieurs qui avons des meilleures technologies et on sait mieux faire une forêt que la forêt elle-même. Alors que non, une forêt de plantation, ce n'est pas une forêt, c'est une plantation. D'ailleurs, on vous invite à aller vous promener dans les bois de Ballon. Il y a à côté de la source des Léchères, à un moment on marche sur une ligne de crête parce que une partie a été excavée, c'est une ancienne gravière des années 80. On marche à gauche de la crête, c'est l'ancienne gravière, c'est des conifères alignés avec un parterre rempli de lierre. C'est tout aligné, le sous-sol est tout mort. Et à droite, on a la vieille forêt de hêtres qui, elle, est vivante avec des champignons, avec beaucoup plus de vie. Donc replanter ne veut pas dire absolument refaire une forêt. Et il y a un peu le côté hypocrite de dire oui, mais cette forêt, vous pouvez vous en passer, c'est une forêt d'exploitation. Donc c'est encore la logique de mettre en production la nature. La nature n'est pas assez productive, on va la mettre en production. D'ailleurs là, c'est juste une forêt qui nous donne du bois, bon bah autant la raser pour faire du gravier. Mais si vous voulez vraiment redonner de la puissance à la nature, redonner, on appelle la biodiversité, redonner de la place à des vieilles forêts, bah alors laissez-la vieillir et vous verrez quel est le pouvoir d'une forêt, plutôt que de la raser et de la replanter et de faire du jardinage derrière. Et moi, je cours dans cette forêt 2 fois par semaine. Et je peux vous dire que, qu'elle soit d'exploitation ou pas, elle est juste magnifique. Et j'adore courir dans cette forêt. Elle est belle, cette forêt, vraiment. Et on sait comment on se sent en général après une balade dans une forêt. Donc c'est un secret pour personne. Comment c'est accueilli par la population? En général, c'est le genre de projets aussi qui ne sont pas criés sur les toits. Il y a une discrétion. Comment la population locale et peut-être de la région plus large réagit face à ça? Alors, je me pose la question de savoir si les grandes monétaires n'étaient pas venus, qu'est-ce qui se serait passé? Tu peux raconter le début. En juillet 2024. Bon, alors, je vais même aller un petit peu en arrière. Je cours, je vous dis, dans cette forêt depuis des années. Et puis, je vois bien ces espèces de regards qui sont plantés dans la forêt. Il y a des bruns. Des piézomètres. Des piézomètres, ce sont des piézomètres d'Holcim. Et il y a les bleus, c'est ceux d'Orlati. Puis je savais dans ma tête, parce que moi j'habite la région que depuis 12 ans, que c'était pour une gravière un jour. C'est pour suivre le niveau de la nappe voilà, phréatique. C'est ça. Mais je savais que c'était dans le but de faire une gravière un jour. Puis je me disais ces derniers temps, en tout cas, il faudrait que quelqu'un nous en parle une fois. Il faudrait peut-être aussi, quand il y a eu le Mormon, tout d'un coup, je me dis, ce serait chouette quand même que des zadistes viennent chez nous. Mais de l'autre côté, on ne savait pas du tout. Personne n'en parlait officiellement. Donc, on ne bougeait pas. Et tout d'un coup, il y a ces jeunes qui sont venus. Et alors, ça a été le déclencheur absolu. Et en juillet, on est parti. Alors, raconte, parce que les gens ne savent pas. Ils sont venus. Qu'est-ce qui s'est passé avec Alors, ils sont arrivés. On a appris par 24 heures, parce qu'on ne l'a même pas vu. Bon, moi, je précise, j'habite Bière, donc je ne suis pas tout à fait touché directement pas par la mètres. forêt. Je ne suis pas à 100 mètres. Je n'aurais pas le droit de contester la chose en dehors de l'opposition, bien sûr. Donc, on est allé les voir, et là, c'était assez génial, parce qu'en fait, la forêt avait été barricadée par la commune de Ballon, parce qu'en fait, on parlait d'occupation des jeunes, mais ils étaient dans un petit périmètre, quoi. Ils avaient monté des cabanes dans les arbres, ils ont été vraiment super, ils étaient sur place, ils ont voulu parler aux gens. Par contre, la forêt, elle était bloquée par des blocs de béton, parce que la commune de Ballon voulait pas je sais pas ce qu'ils voulaient pas, mais c'était pour pas que des camions là-dedans, je sais pas de quoi ils ont eu peur. Mais enfin, c'était... parce qu'il n'y avait pas d'échéance à ce moment-là. Ils sont venus... il y avait quelque chose dans le calendrier. Ils devaient commencer à couper ou à faire quelque chose. Ils sont venus tirer la sonnette d'alarme. Exactement. Et là, on est venu les voir et on a
Ils sont restés, je pense, une dizaine de jours. Pendant cette période, ils ont fait des assemblées populaires au milieu de ballons. C'était des moments merveilleux, quoi. Et c'était vraiment fantastique. Et ils ont parlé aux gens. Des gens qui ont été très agressifs, des gens de ballon, souvent, qui ont été très agressifs avec eux au départ. Ils voyaient ça comme des envahisseurs. Et petit à petit, il y a eu un contact qui s'est fait. Et nous, en tout cas, en quelques jours, en 3-4 jours, une semaine au maximum, on a créé une association entre des gens qui sont venus les aider. On a parlé de tout ça et on s'est dit, c'est pas possible. Ils ont raison et on a créé une association. On a monté cette association qui a maintenant donc 385 membres. Et c'est vraiment quelque chose qui a tout fait partir. Parce que sinon, est-ce qu'il se serait passé quelque chose? Je ne sais pas. Je crois qu'ils espéraient que personne n'en parle et qu'on arrive à la mise à l'enquête. Et puis, là, évidemment, qu'est-ce que vous voulez faire? Si personne s'en est occupé avant, c'est la cata. Puis nous, je pense qu'en parlant de cata, on est une cata pour eux parce que tout d'un coup, ils se rendent compte que l'opposition monte. Au départ, les jaunes ballons étaient plutôt, elles sont encore, je pense, pro-Gravière, étonnamment, parce que ça va rapporter de l'argent au village. Mais on se rend compte, en regardant les membres, c'est moi qui m'occupe des adhésions, et je me rends compte que, voilà, tout d'un coup, au début, je me disais, mais c'est marrant, il y a quand même peu de gens sur les 300 premiers membres, il y a peu de gens de ballon, c'est quand même fou, quoi. Ils se rendent compte que leur forêt va être détruite, et puis, petit à petit, il y a de plus en plus de gens de ballon qui deviennent membres de l'association. Et tous ces gens vont parler autour d'eux, vont parler dans le village. Pour l'instant, il y avait comme une espèce de tabou, une espèce de fidélité à la commune, aux autorités. Et je crois que les choses sont en train de changer tranquillement, vraiment. Mais c'est pas simple de ne pas avoir le village avec soi. Cela dit, les membres du comité, il y a pas mal de membres du comité qui sont de ballon, faut quand même le dire. Ouais, et Antoine, pour rebondir, tu demandais quelle résonance on a dans la région. Donc finalement, de Ballon, très peu. Bon, aussi, on voit que Ballon n'est pas directement touché par les nuisances, surtout en termes de camions, en termes les maisons à côté, en termes d'industrie, oui. Mais voilà, il y a un peu cette logique politique propre à Ballon qui fait que pour l'instant, on dirait que les gens de Ballon ne se bougent pas. Mais nous avons commencé il y a 2 mois, là, en septembre dernier, des séances d'infos dans les villages pour présenter ce qu'on te présente, les nuisances et puis l'historique et qu'est-ce que l'on peut faire contre cette méga gravière. Nous avons été très bien reçus à Aubonne, donc Aubonne, petite ville médiévale avec son magnifique château du XIIe siècle. On a été reçus, on a rempli la aula du château. On a été reçus par un syndic pas du tout affilié à notre cause qui a dit « J'en ai rien à faire des gravières, je ne veux plus de camions dans Aubonne ». Parce qu'Aubonne, petit centre historique qui est protégé par le patrimoine, où passent en ce moment déjà au moins 200 camions par jour. Et on leur promet 200 camions supplémentaires, c'est-à-dire un camion en plus du trafic actuel, toutes les 7 minutes. Là, il y a une route, je ne sais pas si tu vois Aubonne, il y a un petit commerce, il y a un vieux restaurant. Là, déjà, 2 voitures, c'est dur de se croiser. Et il y a tous les mois, il y a une histoire d'un camion qui est resté bloqué ici. Donc, on a intervenu là-bas, les gens venaient avec des photos, regardez, ils ont griffé ma maison, regardez, les tuiles tombent, les tuiles tremblent, c'est le retour de la route des enfants. Enfin, on s'attend vraiment à une catastrophe avec 200 camions supplémentaires. Donc, la Gronde, il y a déjà une première volée contre les camions. Et donc là, à Aubonne, avec cette histoire de village envahi par les camions médiéval qui n'est pas du tout propre à une telle circulation, on a déjà du répondant là-dessus. Deuxième peut-être répondant qu'on pourrait avoir, et là ça monte petit à petit, c'est une inquiétude sur l'eau. Parce que finalement, l'image de la Suisse château d'eau qui sera préservée ad vitam aeternam des pénuries, ça commence à s'effriter. 2022, 2023, des étés de fortes canicules, où on a dû élitreiller du fourrage pour les vaches dans le Jura. Certains villages ballant régulièrement à des restrictions d'eau. On commence à voir qu'il y a une certaine tension. Parce que ce bois dont il est question donne de l'eau, les sources qui sont en aval donnent de l'eau à 5000 habitants et habitantes. C'est une dizaine de villages, dont le mien où j'habite, à Yan, en dessous du village. Et de Yan, ensuite vous descendez, Lucie, Lully, Villars-Souillan, Denan, Bussy, et jusqu'à Tolochana, on boit l'eau de cette forêt. Des villages comme Villars-Souillan, là on en a parlé hier parce qu'on y était dans ce village, des villages comme Villars-Souillan ne peuvent pas boire les eaux des sources de leur commune, on l'a appris récemment, parce qu'elles sont toutes contaminées aux pesticides. Donc quand l'industrie qui vient
détruire des forêts se confrontent à la réalité déjà des sécheresses qui vont augmenter et à la réalité de l'agriculture intensive qui contamine, si on sort des forêts, les sources, et ben on commence à manquer d'eau. Donc Villars-Souillan ne peut pas boire son eau, du coup, elle va chercher l'eau comme Yan dans le bois au-dessus. Mais si le bois au-dessus, il va disparaître, ou en tout cas une grande partie, et que c'est une zone d'accumulation d'eau pour ces sources, à Yan, vous vous promenez dans les chemins pédestres de Yan, il y a un panneau qui vous explique, c'est grâce à cette forêt que nos 12 fontaines du village, qui datent de médiéval, coulent. Et donc à côté, et de l'eau potable, gratos. C'est de l'eau gratos potable. Donc, que fait-on avec ce message-là? Et juste une dernière chose, des villages comme Balan ou des villages comme Yan essayent depuis des années de refaire des puits parce que l'agriculture a de plus en plus besoin d'eau et qu'il y a aussi de plus en plus d'habitants. Donc, ils essayent de faire des nouveaux puits. La nappe du Penzi, d'où vient notre eau, est déjà bien saturée. Ils en ont fait en ce moment, ils sont en train de faire des tests dessus. Mais dès qu'ils sortent du bois, ils se confrontent à l'agriculture intensive qui a contaminé les sols par les pesticides. Et donc, ils n'arrivent pas à trouver en dehors de la forêt de sources valables pour tirer encore plus d'eau pour l'agriculture ou l'usage domestique. Et pour l'eau, alors c'est aussi un peu l'actualité, c'est là, on est à l'ouest du Boiron parce qu'il y a le Boiron qui coule à travers et qui lui aussi a sa réalité de rivière avec ses habitants et ses habitantes, si on peut dire. Exemple, il y a le Boiron, dans ces 2 petits kilomètres où il traverse la forêt, accueille la 3e population d'écrevisses à pattes blanches du canton. Donc on sait que toutes les autres sont envahies par des écrevisses américaines. Là, on a encore qui survit une grande population ici, mais qui subit les sécheresses de plus en plus importantes. Donc à l'ouest du Boiron, on a ce projet Olsimer-Orlati. À l'est, on a un nouveau projet qu'on vient d'apprendre dans les boucheries, de l'aimant granulat, qui va ouvrir dans les boucheries. Et on vient d'apprendre que les boucheries, c'est de la source d'eau pour Aclan, jusqu'à Aclan et Bramblanc. Donc là, tu as les villages, tu as quoi aussi? Tu as Quernan, en tout cas tous les villages, exactement, entre Yan jusqu'à Aclan et Bramblanc, donc ça fait à 30 km d'ici, boivent l'eau de cette forêt. Donc là, je pense si on tire encore un peu plus le fil de l'eau, on aura des soutiens dans une grande zone de gens potentiellement sinistrés. Alors, j'entends un premier niveau qui est celui de l'information, puisque effectivement, ce que vous dites là, au commun des mortels qui n'est pas forcément intéressé à ces questions, parce que toi, tu es scientifique même, tu sais, c'est tes études. Il y a ce côté, faut le savoir. Et là, vraiment, je suis toujours admiratif de cette jeunesse qui peut-être même fait les choses plus parce qu'elle le sent, qu'elle le sait. Puis elle arrive, puis elle met lumière sur quelque chose qui pourtant devrait appartenir à ceux qui vivent là. Et puis j'entends aussi que ça prend du temps, cette information, changer les mentalités, expliquer, contrer les faux arguments. C'est tout un processus comme ça qui permet de peut-être changer les mentalités, et peut-être en Suisse encore plus qu'ailleurs. Ça prend un temps fou, parfois des générations. Et du coup, pour la lutte, c'est surtout ça, c'est dire les choses, redire la vérité, non biaisée ou pas juste sous le prisme du gain économique à court terme. Ça, je trouve ça passionnant. Puis après, ce que j'ai entendu de ce que vous dites, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, il faut se mettre en collectif, peu importe la taille, et élaborer une stratégie, n'est-ce pas? C'est ce que vous le dites aussi. Et voilà, on continue. Donc, s'informer, établir une stratégie, et après s'allier pour augmenter le réseau. Donc déjà, on en parlera peut-être tout à l'heure avec les alternatives, mais on s'est allié, on a fait un très bon contact ces derniers mois avec le monde de l'architecture, parce que qui est plus qualifié pour remettre en question le tout béton que les architectes, qui, comme ils nous le disent encore hier sympathiquement, le béton, on y a cru, c'était magnifique de pouvoir faire toutes ces formes facilement et tout, mais là, on se rend compte qu'en fait, on ne payait pas la note, comme c'est le cas pour beaucoup de technologies dans notre monde moderne. Donc là, des gens, et entre autres la Fédération suisse des architectes, nous soutiennent pour que ce sable reste dans ce sol forestier, que les forêts persistent et qu'on change ce tout béton, qu'on utilise d'autres éléments comme on l'a fait avant. Et après, c'est des alliances qui peuvent venir de partout, d'autres luttes écologiques, des alliances politiques aussi. Typiquement, on a une alliance avec le Mormon,
On a fait vraiment une belle alliance. L'ASBB, Donc, t'as expliqué pour ceux qui ne connaissent pas le Mormon. le Mormon, c'est une colline qui est exploitée par Holcim. Gabriel en a parlé tout à l'heure, qui a été vraiment rongée par Holcim pour en retirer du calcaire, pour pouvoir faire du ciment. Donc, on s'est dit que, récemment, le Mormon a donc été occupé par une ZAD, et suite à cette occupation, qui a été expulsé par 600 policiers avec des véhicules blindés, enfin de la folie, quoi. Suite à ça, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place, dont une initiative qui a été votée il y a le 28 septembre, le 28 septembre de cette année. Et l'ASBB s'est rendu compte, avec l'association de sauvegarde du Mormon et avec le comité d'initiative pour la sauvegarde du Mormon, que les combats étaient les mêmes. Et donc, on s'est mis ensemble. Et puis, je pense que cette association nous a apporté beaucoup de soutien, d'abord parce que on a aussi apporté du soutien aux Mormons, hein, ça c'est clair, mais le Mormon nous a apporté du soutien parce que maintenant, notre problématique, elle est connue, notre lutte elle est connue par beaucoup plus de gens, et puis ça va continuer. Je pense qu'on va s'associer avec d'autres luttes, et je crois vraiment que les luttes, alors même si on n'est pas anti-béton, on est conscient qu'on a besoin encore un peu de béton pour un certain nombre de choses. Même les architectes qui nous soutiennent le disent. On peut vraiment diminuer, je ne sais pas, de 80% en tout cas, la consommation de béton. Et c'est là qu'on doit travailler. Parce que nous, on n'est pas en train de dire pas à Ballon, mais ailleurs. On ne veut pas que, un peu plus loin, il y a des forêts, mais on ne veut pas que celles-là soient touchées non plus. Hein. C'est pour ça qu'on s'appelle sauvegarde des bois de Ballon et environ. C'est vraiment très important, ça. Et on se rend compte maintenant qu'on va devoir... chez nous, ouais. Voilà. Ouais, not in my backyard, exact. Mais juste peut-être pour un autre mot sur cette alliance avec le Mormon. Donc, comme tu l'as dit, il y a 4 ans, les forces policières romandes évacuaient cette ZAD qui a tenu 6 mois quand même dans les conditions qu'on savait, et qui ont mis en lumière ce problème écologique du tout béton. Et là, malheureusement, les résultats de l'initiative, il y a un mois, ont mis quelque part à mort ce qui reste de ce Mormon, qui est laissé en pâture finalement à Holcim. Hein, non, alors, si je peux... Oui, bien sûr. En réalité, ce qui se passait, c'est qu'on a voté, on avait le choix entre tout refuser, l'initiative, mais il y avait un contre-projet qui avait été mis contre cette initiative, et ce contre-projet a été accepté. Il faut admettre quand même que ce contre-projet protège de la même manière le Mormon que si ça avait été l'initiative qu'il avait fait, sauf que on peut constater que le contre-projet protégeait le Mormon avec une loi, l'initiative avec la Constitution. On a pu voir, notamment avec l'Ukraine et les problèmes d'approvisionnement énergétique, que vous savez que les sous-sols de gaz de schiste près du lac Léman sont totalement interdits normalement par une loi. Mais un certain nombre de partis sont revenus en disant « Ah, mais puisqu'on en a besoin, parce que quand même, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir ?» Hein, comme on revient maintenant on modifie plus vite une loi que la Constitution. Voilà. Mais en réalité, le Mormon, la lutte de l'association pour la sauvegarde du Mormon a abouti. Le Mormon va encore jusqu'en 2000, on parlait de 2037, mais maintenant Holcim dit 2060, va encore être touché. Il y a une zone qui s'appelle la Birette qui va être touchée, mais après, c'est terminé. Normalement. Il devrait, okay. Alors, à moins qu'on revienne sur la loi, justement. Juste pour dire qu'une protection, c'est malheureusement jamais ad vitam aeternam. Voilà. On a plus de chances que ça soit vraiment protégé dans la Constitution, ce qui a été refusé. Voilà. Là, ça l'est dans la loi, mais qui peut être modifié facilement. Tous les gains sont à défendre, sont jamais complètement acquis. Voilà. Et juste pour cette alliance, le 20 septembre dernier, on a organisé une mobilisation en marge
des bois de ballons, où sont venus en force le comité du Mormon, et il y a eu un passage symbolique du flambeau de la lutte, parce que leur lutte, un peu finissant quelque part ponctuellement avec cette initiative, ils nous ont passé le flambeau de la lutte, et c'est beau de voir que l'endroit où Holcim fait du ciment, et ben le passage a été fait là où il faut le gravier, donc les deux endroits où les deux éléments pour faire du ciment, maintenant c'est un ciment de la lutte quelque part. Oui. C'est beau. Je vois dans les commentaires des gens qui disent mais c'est pas possible, c'est partout dans le monde. Il y a même des gens des dom-toms, donc très 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 loin de chez nous. Et tu parlais d'alliances tout à l'heure, mais c'est des alliances régionales, nationales et peut-être plus largement internationales aussi. Et la France a aussi montré des belles résistances à Notre-Dame-des-Landes, par exemple, et ailleurs. Donc il y a aussi une expérience qui, dans ces groupes qui déjà prêtent mon admiration, mais aussi certainement des choses à faire dans ce lien qu'on peut créer avec ceux qui ont déjà acquis comme ça des bonnes pratiques pour se défendre, tout simplement. Ouais. Oui, et puis finalement, s'il y a alliance, s'il y a lutte, c'est qu'il y a un problème commun. Et là, ce problème commun, mis à part notre système économique actuel, c'est une des émulsions de ce fonctionnement, c'est le béton, c'est tout béton, qui, nous dit-on, est bon marché. Mais encore une fois, c'est ce qu'en défilant un peu avec nos petits bras de militants, on a tricoté cette pelote, et finalement, c'est pas si bon marché. Dès qu'on rajoute la note sur l'eau et donc sur la santé, sur le climat, et qu'en fait, on rajoute aussi la note des subventions que l'on donne pour le rail, pour toutes les aides publiques que l'on donne pour aider des entreprises comme Holcim à travailler facilement, et la note n'est pas si légère pour le béton. Donc c'est une lutte que l'on voit partout, le béton. Il y a Arte qui avait fait il y a quelques années un très beau documentaire sur l'exploitation massive du sable, où il disait que c'était la troisième denrée la plus exploitée dans le monde, après l'eau et le pétrole, et où on voit les ravages que ça fait, où il y a des traits de côte qui disparaissent, des plages qui disparaissent, et en fait, encore une fois, on est dans un monde limité, où si cette gravière se fait, il y en aura d'autres, parce que tant qu'on n'arrête pas de construire et de faire du tout béton, il faudra du gravier. C'est toujours la même logique. De trouver des alternatives. Je ne sais pas si vous souhaitez aller maintenant sur ce sujet du coup, à la place, on fait quoi? Déjà, c'est une forêt qui exploitait du bois, donc il y a déjà peut-être la piste du bois, tout simplement, mais de manière évidemment une forêt qui peut être gérée puisque le bois c'est renouvelable, contrairement au gravier qui prend beaucoup plus de temps à se faire. Alors, les alternatives. Alors, les alternatives, on organise des journées, des moments où on explique un peu tout ça avec des spécialistes. Donc, moi, je vais vous dire, on va vous dire ce qu'on a entendu, relayer ces spécialistes, mais on n'en est pas nous-mêmes, on ne pourra pas aller dans la technique absolue, vraiment très, très fine. Gabriel a parlé tout à l'heure de ces terres d'excavation. C'est fou, maintenant, quand on construit une maison, on excave. On garde peut-être un peu de terre pour remettre après, puis faire joli en plantant 2-3 arbres. Mais la plupart de la terre, les camions viennent la chercher, viennent la mettre dans une décharge ou dans une gravière, par exemple, qui a déjà été creusée. Donc ça fait des camions qui partent avec la terre. Et puis après, on amène le béton, soit avec des camions toupies et de béton, soit avec... voilà, donc on amène le béton sur place. Ça fait énormément de transport, alors qu'il est tout à fait possible sur des bâtiments conséquents de prendre la terre qui est sur place, de la compresser. C'est des entreprises qui sont locales qui font ça. Il y en a même une qui est près d'Aubonne, à Alamant, qui fait ça. Vous compressez la terre et vous en faites quelque chose. Nous, on les a vus, ces briques. Vous ne pensez pas une seconde que c'est de la terre qui a été... c'est vraiment du solide, quoi. Et cette terre, elle est compressée, elle fait des briques et vous construisez votre maison avec. Et après, vous la recouvrez de chaux, de tout ce que vous voulez, de matériel plutôt naturel pour que le mur puisse respirer. Ce qui fait que, justement, ensuite, la maison, elle est beaucoup plus vivable et au niveau santé profitable qu'une maison en béton
qui est, semble-t-il, catastrophique, surtout quand elle est recouverte au plus après avec des produits pétroliers, c'est-à-dire ces espèces de couches de Sagex. Ça bloque totalement voilà, pour l'isolation. Très bonne chose pour l'isolation, mais moins bonne pour la respirabilité de la maison. Alors ça, il y a ce genre de choses. Ouais, et juste une info pour le... Parce qu'on parle d'alternative au béton. Mais en fait, le béton a 100, voire tout au plus 150 ans. Donc en fait, l'humanité a vécu pendant des millénaires sans béton. Même actuellement, il y a 50% de l'humanité qui vit dans des maisons ou des immeubles en terre. Il y a des villes, des centres-villes qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO qui sont en terre. Et on a encore des traditions, des savoir-faire pour les entretenir, pour les rénover. Ce que l'on a perdu en Suisse ou dans une grande partie de l'Europe. Il y a un très joli symbole, je trouve, enfin, un très joli symbole, façon de parler, le pont des Galiciens à Lausanne-Malais. C'est un pont pour le chemin de fer qui est en pierre. C'est un pont de pierre. Je ne pense pas qu'il a dû avoir beaucoup de réflexion, celui-là, contrairement au pont qu'on peut trouver au bord du lac Léman, de l'autoroute A1. On a appris d'ailleurs que le viaduc qui passe sur Chillon, sur le château de Chillon, au bord du Léman, a été fait dans les années 70. Donc le béton est une pompe à béton. Depuis qu'il a été fait avec des centaines de tonnes de béton, on a utilisé l'équivalent qu'on avait utilisé pour sa construction, pour sa rénovation. Donc on parle souvent des maisons et tout, mais il y a aussi toutes les infrastructures. Je ne sais plus combien, c'est un pourcentage énorme. Donc toutes nos gares, les fondations des routes, les trains, donc le fait d'aller toujours plus vite aussi. Ce pont des Galiciens est donc fait en pierre. Et puis, il y a la nouvelle voie qui a été faite, qui le prolonge, et qui a été faite. Le pont s'arrête en pierre et il continue en béton. Mais on se dit que, quand même, ce pont, le train qui monte sur le viaduc en béton, il passe sur le viaduc en pierre après. Donc ces pierres, elles tiennent toujours le coup. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas prolongé pour faire même ne serait-ce que esthétiquement quelque chose de joli? Alors je pense qu'ils ont voulu, c'est le grand truc, marquer l'époque, puis montrer que voilà, on fait différemment maintenant. Mais c'est typique. Ce pont tenait très bien. Il n'y avait pas besoin de le prolonger en béton. Ça a été fait quand il y a 5 ans, au maximum 5 ans. Petite anecdote sur la Terre, petite, énorme, mais dans ses conséquences, dernière vacances, je suis allé rendre visite à mon petit frère qui habite dans le quartier de la Croix-Rousse, en plein centre-ville de Lyon, le fameux quartier des ouvriers des canuts. 7e étage, il habite au 7e étage, son bâtiment, donc un immeuble plus haut de 25 mètres, entièrement empisé, de la terre compactée. Donc il y a une grande partie de la ville de Lyon et de nombreuses villes en Europe qui sont faites entièrement en terre. Il y avait un savoir-faire au 19e siècle de faire des villes entièrement empisées. Donc ça s'est complètement perdu. Donc c'est vrai que c'est très hypocrite et très faible quelque part de parler d'alternatives alors qu'on avait tous ces outils et tous ces savoir-faire pour faire autrement. Et comme tu l'as dit, niveau bien-être, niveau même climatique, c'est nettement différent que des constructions en béton. Voilà. Alors, l'autre souci, c'est qu'il y a une inertie aussi. C'est-à-dire qu'un certain nombre de plans qui sont maintenant en place, certains voudraient, qui vont être construits, des projets qui vont être construits, certains voudraient les arrêter puis les faire autrement, mais c'est trop tard parce qu'on a encore conçu ces choses-là il y a quelques années. Et c'est là que les politiques pourraient être utiles et venir dire, maintenant, on ne veut plus de ça. Vous faites autrement. Vous devez faire des maisons autrement, avec une moins grande proportion de béton. Ils ont réussi à faire en sorte que les nouvelles maisons doivent avoir des panneaux solaires. Voilà, ça a été imposé à un moment donné. Et puis voilà, on le fait. Et maintenant, on pourrait faire la même chose avec le béton pour avoir beaucoup moins de béton. Mais visiblement, ça ne semble pas intéresser un certain nombre de milieux politiques, en particulier à droite. Ouais, j'allais y venir après, mais peut-être on parlera justement des forces politiques, parties prenantes ou opposantes.
Tu voulais rajouter Je quelque voulais chose, juste Léo? rajouter aussi sur le béton, parce que finalement, nous, on est parti d'une lutte pour préserver une forêt, mais finalement, on est arrivé à cette lutte contre le tout béton, parce que c'est d'abord une destruction de forêt, mais en bout de chaîne, c'est quoi? Eh ben, c'est l'arc lémanique, et puis nos villes qui deviennent de plus en plus bétonnées et de plus en plus urbanisées. Et des villes bétonnées, c'est quoi? Bah, vous avez déjà fait l'expérience en période de canicule ou même de forte chaleur, de traverser une place entièrement bétonnée, on suffoque. Donc, plateforme 10 à Lausanne, moi, je n'ai aucun souci de dire que c'est criminel. De faire une aussi grande surface de béton face au sud, ça va avoir des conséquences mortelles pour les gens du coin de la région. On a déjà eu des canicules qui ont tué énormément de gens en 2003, par exemple. Avec des surfaces comme ça qui retiennent la chaleur, c'est mortel. C'est aussi une catastrophe des villes bétonnées pour l'eau. Essayez de faire couler un verre d'eau sur du béton, il y a zéro infiltration. Tout va ruisseler. Et donc, une ville bétonnée, plus bétonnée, c'est des rivières qui sortent, c'est des égouts qui pètent, et c'est des villes entièrement saccagées par les inondations. Morges le sait très bien, Morges a été entièrement inondée en juin l'année dernière, ça a été des millions pour réparer ces dégâts. Lausanne est aussi coutumier du fait, à chaque orage d'été, c'est le quartier de la gare, les passages sous voie qui se transforment en aquasplash. Donc c'est ça aussi au niveau des coûts du béton, c'est à prendre en compte aussi. C'est la peine pour la santé au niveau de la chaleur, qui vont augmenter en plus avec les réchauffements climatiques. Et en plus des réchauffements climatiques, on nous promet des orages et des précipitations de plus en plus intenses, et donc des ravages qui seront toujours à payer par la santé, par le public. Donc finalement, on lutte contre une gravière, mais aussi, en bout de chaîne, contre la bétonisation toujours plus grande de notre monde, ce qui n'est absolument pas dans le sens du bien-être. Et moi, j'aurais envie de dire contre la médiocrité, parce que c'est comme pour le pétrole, c'est-à-dire que les voitures électriques, elles existent depuis très longtemps aussi, elles avaient donné aussi des très bons résultats. Mais tout d'un coup, il y a cette manne possible, surtout pour gagner beaucoup d'argent très vite pour un petit nombre, qui arrive et qui supplante tout d'une manière ou d'une autre. Donc derrière, il y a vraiment un problème je dirais, structurel, politique aussi. Est-ce que dans votre association, on va jusqu'à faire cette critique politique? Parce qu'on peut critiquer un projet et puis dire oui, effectivement, il y a des camions qui passent devant chez nous. Vous l'avez un petit peu dit avant que ça dépasse ça. Mais je crois que en même temps, dans cette potentialité d'informer la population et peut-être de changer les choses à plus long terme, il faut aussi prendre le recul nécessaire pour dire dans quel cadre ces aberrations dont vous parlez maintenant depuis une heure sont possibles, peuvent se déployer. Et là, on voit que le politique est en grande partie responsable, puisque, j'imagine, c'est un peu leur seul truc, on va avoir de l'argent, puis du coup, après, on pourra réagir. Enfin, c'est pas très clair. Tu as dit, la droite est plutôt pour le projet, et la gauche moins pour, ou est-ce que, dans les campagnes en Suisse, évidemment, c'est plus souvent conservateur, donc plus souvent à droite. Est-ce que vous voyez des scissions politiques claires à ce stade? Et est-ce qu'il y a aussi des bonnes surprises? Des fois, il y a des gens très, très ancrés à droite, par exemple, qui tout d'un coup réalisent quelque chose par ce biais-là, parce qu'à mon avis, c'est aussi un bon moyen pour peut-être transformer les esprits et les cœurs. Alors bon, une chose est sûre, c'est que la droite n'est pas avec nous. Le Parti libéral, libéral radical et le Parti UDC sont pas avec nous. C'est l'économie d'abord. Ce qui compte, c'est l'argent. Vraiment, on a besoin de béton, on n'arrive pas à discuter avec eux. On passe pour des rigolos à la limite. Après, c'est compliqué parce que la gauche est plutôt avec nous. Les socialistes vont par exemple nous aider. Les Verts, en tant que députés aussi. Par contre, on a un vrai problème dans le canton de Vaud. À ce niveau-là, c'est que qui met en avant cette gravière en ce moment, politiquement? C'est Vassilis Venizelos, c'est un Vert, c'est un conseiller d'État vert. Quel est le pire message qu'on puisse donner aux gens qu'un conseiller d'État vienne vous dire « Mais elle est très bien cette gravière, on a fait tout ce qu'il fallait pour qu'elle soit bien ». Je jure, alors, il faut vraiment dire une chose. Je pense qu'ils ont tout fait leur possible pour que ce soit le moins pire possible. Ils ont fait des efforts. C'est vrai que ce n'est pas comme il y a 30 ans, on creuse, on s'en fout, on y va, on bousille tout, et puis tant qu'on a notre gravier, ça y va. Il y a des mesures qui sont prises, c'est vrai, mais c'est rien à côté du massacre que ça va être. Et qu'un conseiller d'État
verts viennent vous dire il faut faire cette gravière, mais c'est épouvantable. Comme c'était épouvantable lors du Mormon de savoir que la conseillère d'État, c'était Béatrice Métro, qui était en charge de la police, qui a fait évacuer la ZAD. De la même manière, c'est un peu le paradoxe suisse aussi de cette collégialité qui, après, il y a des avantages et des inconvénients, mais là, effectivement, c'est assez contradictoire et choquant, et du coup, casse un peu cette cause, parce qu'elle empêche, à mon sens, justement, je parlais tout à l'heure de cette importance de prendre du recul politique pour dire, mais en fait, dans quel cadre s'inscrit de telles destructions, et que des ministres, y compris écologiques, puissent, ma foi, aller dans ce sens-là. C'est toute la cause qui, après, en prend pour son grade. Et même si on parle de collégialité, c'est vrai que je pense que notre conseiller d'État vert, s'il avait le choix, il dirait non à cette gravière, peut-être, sûrement. C'est quand même lui qui a proposé un contre-projet aux Mormons, juste pour dire quand même en venant expliquer que, alors que les Verts étaient à la base de l'initiative sur le Mormon, s'il n'y avait pas eu ce contre-projet, cette initiative aurait certainement passé. Elle a été mise en avant par un conseiller d'État vert. C'est des fois assez incompréhensible et très compliqué pour nous. Si même... Et puis surtout, après, on a un problème peut-être aussi un tout petit peu quand même de partis qui n'osent pas aller contre le conseiller d'État. Donc en fait, d'avoir un conseiller d'État vert, ça bloque un peu la lutte que devraient avoir les militants, si vous voulez. Et là, c'est peut-être une limitation qu'on a en Suisse. On n'est pas... toi qui es français aussi, tu peux peut-être le confirmer ou pas, mais en général, on est assez dans le compromis, alors souvent mou, mais c'est vrai que la lutte ou l'opposition frontale, c'est culturellement pas quelque chose que on fait souvent. Et puis en plus, il y a tout cette collégialité politique qui fait qu'on va penser que de toute façon, ils ont fait de leur mieux, donc voilà, on va pas s'en mêler. Et il y a une confiance, à mon avis, beaucoup trop aveugle qui est faite aux autorités. Mais ça, c'est aussi un héritage. Alors certains diront, c'est très bien, ça veut dire qu'en fait, vous n'avez pas vraiment de trucs graves. Le fait est qu'on prend la même direction que des pays peut-être moins démocratiques comme la France, au niveau notamment de ce genre de destruction de notre environnement, quoi. Ouais, c'est dur. Donc oui, c'est dur, mais ça ne veut pas dire que justement, les luttes les plus dures sont peut-être aussi celles qui valent le plus la peine. Moi, je pense aujourd'hui, évidemment, au génocide de Gaza, qui est probablement un moment dans l'humanité un des plus graves. Il y en a eu d'autres, mais qui fait justement qu'on peut se sentir privilégié de prendre part au combat. C'est vrai. Oui, puis c'est très motivant. On aimerait dire que l'écologie est ni de droite ni de gauche, mais bon, au final, quand on voit nos alliés, on sait très bien, parce que voilà, c'est une question d'accaparement des biens, et puis quel est le destin d'une forêt, de l'eau, de sous-sol? Est-ce que c'est la production pécuniaire, ou est-ce que c'est un bien commun? Et là, on voit très bien que la scission, elle est présente. Alors, on a justement des alliés quand même de gauche et certains verts, au Grand Conseil vaudois, par exemple, mais qui nous racontent aussi un autre fonctionnement de notre monde. C'est que qui c'est qui sert les petits fours et qui les invite au resto à côté du Parlement? C'est Holcim et les graviéristes. Donc, c'est qui c'est qui susurre à l'oreille des politiques? Enfin, le lobby, on le connaît à l'échelon européen, et à l'échelon vaudois, il existe bien aussi. Donc, c'est toute une culture de une économie, parce qu'ils disent toujours on veut au service de l'économie. C'est une façon de concevoir l'économie, bien sûr. Mais la marchandisation du monde ne semble pas être capable de s'arrêter. Aux États-Unis, on le voit encore pire que jamais, avec Donald Trump qui là veut peut-être même attaquer le Venezuela, non pas parce qu'ils vendent de la drogue, mais bien parce que c'est là où il y a le plus de pétrole en termes de réserves au monde. Donc c'est cette même logique qui s'opère, en tout cas dans l'Occident, ad vitam aeternam. Et pour moi, c'est les petites luttes, comme les petits ruisseaux au fond des grandes rivières, ou les fleuves, voire les océans. Et du coup, je trouve ça évidemment super, super, super noble. Et de voir que ça commence à la base. Ça, c'est souvent aussi, pour moi, gage pas de réussite forcément, mais d'honnêteté, que de voir que c'est les petits gens, si je peux dire comme ça, qui se saisissent de la chose parce qu'ils prennent conscience
qu'ils existent sur une terre, qu'il n'y en a qu'une, et puis qui visent par amour à la défendre. On parlait des alternatives tout à l'heure, on n'a pas évoqué peut-être d'autres, comme la paille. Il y avait Oui. des tests notamment à Lausanne. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre encore? Euh, Alors oui, alors la paille, tu serais peut-être... non. J'ai déjà participé à des chantiers de maisons en paille. Alors à l'échelle des maisons, c'est magnifique, hein. Je pense qu'on peut faire aussi des petits immeubles. Et alors là, encore une fois, au niveau climatique, c'est le top du top, parce que c'est des bâtiments qui respirent, qui maintiennent le chaud en hiver, qui maintiennent le frais en été. Donc paille et terre, c'est l'alliance parfaite. Et les architectes disent, on peut faire les mêmes bâtiments qu'il y a devant la gare de Morges ou les mêmes bâtiments qui se construisent à Malais de 30 étages, avec aussi juste moins de béton. On n'est encore pas contre le béton. Le béton a des propriétés magnifiques pour les fondations, pour certains, je ne suis pas spécialiste, mais pour certaines questions de portage et tout. On peut juste largement éviter d'être des gloutons comme nous le sommes actuellement. Et donc de mêler les choses. Ça va être du béton, ça va être un peu plus d'acier, du bois, l'allier avec la paille. Et là, on peut avoir Aussi. le chanvre, et on peut avoir dans un même bâtiment 4 ou 5 matériaux, et du coup diminuer drastiquement la consommation de béton. Comme ça l'a été d'ailleurs pendant des centaines de milliers d'années avant. Enfin, on voit les pierres, ça a toujours été une base pour construire les maisons. Avec les moyens actuels, on peut aussi améliorer. Ça ne veut pas dire qu'on veut... Parce que certains accusent, vous voulez retourner à l'âge de la pierre. Mais effectivement, c'est mixte, qui peut être tout ce que tu as dit. Ça pourrait, si Alors, j'imagine que c'est comme pour tout, il faudrait le vouloir, au début aussi aider la recherche, Tout à fait. et puis favoriser ces filières, si je puis dire. Donc, effectivement, à court terme, puisque c'est souvent ça le problème, c'est cette vision court-termiste qui fait que, non, mais là, oui, alors peut-être la prochaine génération, mais là, tout de suite, là, on doit vite construire. Et ça, c'était une question que je voulais vous poser aussi, parce que construire, mais... l'arc lémanique, il est déjà bien construit. On veut encore construire beaucoup de... Parce qu'il y a aussi, j'imagine, une anticipation que la démographie va encore beaucoup augmenter ces prochaines années. C'est ça la vision aussi. Hein. Tout d'un coup, certains se disent non, ce ne sera pas du tout le cas. Il va y avoir une stabilisation. Donc, mais c'est vrai, moi, je viens de Chavannes, je travaillais à Chavannes. Frère, non, j'y suis pas retourné pendant 2 ans. J'y suis retourné. Ça se densifie. C'est de la folie. Je reconnais même plus. C'est impressionnant. Et je sais pas quand ça va s'arrêter. C'est des appartements qui coûtent 3 000 francs pour un 3 pièces ou 4 000 pour un 4 pièces. Je sais pas. Je comprends pas comment le monde fonctionne maintenant. Mais ça veut dire qu'il y a de plus en plus... Alors, qu'est-ce que c'est tu sais, toi, est-ce que c'est la démographie qui augmente par les naissances? Mais en Suisse, il me semble qu'on est plutôt à pas avoir 2,2, je crois que c'est enfants par femme, donc plutôt en déclin. Mais du coup, c'est les autres régions qui viennent là, ou pourquoi on prévoit comme ça? Mais je pense que ça doit aussi être lié, en le disant comme ça, à cette politique de croissanciste, en fait, qui fait qu'on doit toujours augmenter en tout le temps. Pour les impôts, c'est ça. Et puis c'est des régions qui attirent, c'est sûr, pour le cadre de vie, c'est des régions qui... D'où leur prix aussi, maintenant, parce que c'est extrêmement cher aussi. Donc du coup, il y a une gentrification. Parce que pour acquérir un bien dans la région, maintenant, c'est pour notre génération, Gabriel, c'est impossible. C'est du rêve. Ouais. Mais après, l'histoire de la démographie, c'est aussi un piège dans lequel il ne faut pas tomber. On a une réunion intéressante à notre comité pour éclairer là-dessus, parce que des gens nous disent, vous voulez passer de Gravières, mais on nous promet une Suisse à 10 millions. C'est la question de la quantité ne doit pas enlever celle de la qualité. Même si on arrêtait l'immigration maintenant, 7 ou 8 millions de Suisses, la question du béton et de comment vit-on, qui sommes-nous, comment est-ce que nous sommes des gourmands, des sobres et tout, ne pourra pas s'empêcher d'être posée. Donc il faut se poser cette question, parce que même si les Suisses restaient entre Suisses, il y aurait des forêts encore ravagées. Ce que je voulais dire, par exemple, c'est qu'il y a des régions, par exemple la Chaux-de-Fonds, pour nommer qu'elle, où il y a une dépopulation. Donc c'est pas forcément au niveau suisse globalement. Je sais peut-être pas, l'arc lémanique qui est un cas particulier. Mais effectivement, parce qu'on a ces conditions d'avoir une région absolument extraordinaire aussi, mais il peut aussi y avoir des politiques pour favoriser des régions au niveau économique, donc, pour que les gens reviennent, ou ne partent pas en tout cas. Ce qui ne sont pas en prendre le chemin, parce qu'il y a des régions littéralement abandonnées.
Donc j'ai l'impression que c'est aussi pas une vision très large politique des choses. Mais Ouais, après, ça demande aussi de comment on construit et pourquoi on construit. Tout un ensemble de gens, dont les gens de la Fédération suisse des architectes, dénoncent le fait qu'on construit pour des questions pécuniaires, pour des rentrées d'argent pour les actionnaires, ouais, mais pas pour les besoins. investissement, ouais. Donc, il y a quand même une belle façon de faire que j'ai surtout découvert en Suisse, c'est comment on appelle ça, les co-gestions, on en parlait tout à l'heure. Les cohabitations, tu sais, de faire des copropriétés, des Ouais. coopératives d'habitat. Mhm. Des coopératives d'habitat, j'ai appris que Zurich, c'était 30% de la ville qui était en coopérative. Donc, c'est des gens qui, ensemble, achètent et qui, ensuite, ne vont pas dans les méfaits que font le monde du logement. Et donc, on va faire en fonction des besoins. C'est ça. Tu as telle famille, tu as besoin de temps, et ça évite d'avoir des retraités tout seuls dans des 100 mètres carrés, et à l'inverse, d'avoir des familles qui s'entassent dans des 30 mètres carrés. Donc déjà, c'est une question de besoin. Si on faisait les logements en fonction des besoins, on n'aurait pas cette besoin grandissant de construire. Il y a aussi tout ce qui est l'affectation. On parle aussi beaucoup, même dans des villes où l'immobilier est tendu, Lausanne, Genève, où il y a énormément de construction de bureaux qui restent entièrement vides. Et où, selon les normes, ces bureaux ne peuvent pas être réaffectés comme logement. Mhm. Donc, c'est revoir aussi toutes ces normes et toute cette logique du construire pour le business. Donc, c'est là où, voilà, on parle d'une forêt, comme tu l'as dit. Au début, tu parlais pensée globale, agir local. Nous, on a constaté local. Et puis après, c'est un peu le propre des luttes. On détricote et puis on arrive à se poser la question du logement, de la construction et pourquoi on construit finalement, pour qui. Et ça touche à beaucoup de choses. À Morges, par exemple, un autre problème, c'est cette densité. Mais si on regarde par rapport au partage aussi de la place, par rapport au nombre d'habitants, on voit que la génération quand même d'avant, nos parents ou nos grands-parents, qui étaient plus favorisés parce qu'il y avait plus de place, c'était plus facilement accès au foncier, etc. Aujourd'hui, il y a des gens seuls, retraités, qui ont 80, 90 ans, qui vivent dans des grandes maisons avec énormément d'espace, mais qui ne pourraient pas déménager dans un plus petit appartement parce que le plus petit appartement serait plus cher que leur maison, puisqu'ils en sont propriétaires, voire ils la louent avec plus ou moins le même loyer depuis 40, 50 ans. Donc, on voit, que si vraiment on voulait prendre la problématique par les cornes, par les besoins, comme tu le dis, eh bien, il y aurait une infinité de voies à explorer, mais on choisit tout le temps la même. C'est chiffre d'affaires. Et suivre l'offre. Exactement. Ouais. Et encore un autre coup de gueule qui m'hérisse l'épaule à chaque fois, c'est on voit Morges qui se densifie, on voit toutes les villes du coin, ou même pour des petites villes comme Morges, on dit, moi j'appelle ça l'effet gare de Zurich, où tu as un coup de gueule aussi François, on a une petite gare qui est transformée en monument de béton, avec énormément de commerces qui sont vides, alors que ça peut desservir en plus les centres-villes. Enfin, c'est une catastrophe au niveau commerce local et bien-être, parce qu'on sort du train à Morges, on est accueilli par une énorme esplanade en béton. Et puis, c'est pas fini, parce qu'on va la détruire, cette gare, et creuser dessous et fabriquer un nouveau palais dédié à la consommation. Donc, on sait où ira le gravier. Comme si on en avait besoin. Ça aussi, ça fait partie des choses importantes. Les infrastructures des CFF, les gares des CFF, ça leur rapporte énormément d'argent. Ils font les loyers pas possibles. D'ailleurs, les gens n'arrivent même pas à tenir le coup dans ces grands bâtiments à l'entrée de Morges. Il y a des bistrots, ils ont changé déjà 3 fois de propriétaire. Voilà, on va encore faire des bistrots supplémentaires en sous-sol. Enfin, je veux dire, et des boutiques. Je veux dire, mais voilà, c'est toujours plus d'argent. Alors qu'on elle va très bien cette gare de Morges. Enfin, je trouve, il faudra sûrement faire des choses pour améliorer un certain nombre de choses. Quand on veut sur la voie Lausanne-Genève, on sait qu'il va falloir l'améliorer. Donc, sûrement qu'il faudra faire quelque chose. Mais est-ce qu'on est obligé de la détruire, cette gare de Morges? Oh, mais elle n'a plus tout à fait la valeur historique qu'elle avait avant parce qu'on a mis des furoncles dessus en ajoutant le McDo, 2-3 choses. Bon, on a qu'à peut-être enlevons le McDo puis gardons la gare, quoi. Je veux dire, on n'est pas obligé de fabriquer un énorme truc en béton qui va le remplacer. Mais oui, ça va rapporter du pognon. C'est ça. C'est uniquement ça.
Et aussi, juste Peu créatif. pour continuer ce coup de gueule sur la façon dont on construit, on dit qu'il faut construire des habitations, mais regardez comment on construit ce que l'on construit. On fait un immense immeuble avec souvent 2 ou 3 sous-sols pour accueillir nos voitures individuelles. Donc il y a aussi la question du transport, et de la mise en commun ou individuelle des choses. Et puis qu'est-ce qu'il y a le plus souvent au rez-de-chaussée de ces bâtiments? Des immenses centres de fitness Ah oui. qui sont remplis de machines, de vélos et de tapis roulants qui sont la plupart de la journée entièrement vides et où, au maximum du rush hour le soir, il y a 10% des machines qui sont occupées. Donc, on construit pour avoir des énormes espaces vides pour faire des vitrines commerciales aussi. Donc voilà, il y a toute cette réflexion que l'on n'a pas, il me semble. Et quand on vient questionner le tout béton, on arrive à ces questions de qu'est-ce que l'on fait à nos villes finalement. Oui. Étonnamment, pour prendre juste une anecdote, vous allez, à l'époque, on cherchait à changer son téléphone ou à faire réparer son téléphone. On a un problème avec Swisscom. On allait chez Swisscom à Morges, qui était dans la grande coopérative. Il fallait prendre un ticket, attendre 3 heures pour pouvoir avoir une réponse. Enfin, voilà. Maintenant, on a un grand bâtiment qui est dédié à Swisscom et il n'y a personne dans ce bâtiment. Je n'ai jamais vu aussi peu de monde dans cette boutique. Voilà. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de faire tout ça? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. La question reste ouverte, effectivement. Pour ceux qui nous regardent, j'ai 2-3 petits problèmes techniques, mais rien du tout au niveau du son. C'est juste que j'ai dû enlever le changement de caméra automatique parce que vos micros, ils sont trop près, puis du coup, ça saute toujours entre vous deux. Du coup, je le fais avec les mains, puis des fois, quand il y en a un qui parle, j'oublie de changer, mais je crois que l'essentiel est là. Question de recyclage aussi. Autant je pense que de la terre, comment tu as dit, compactée, ça me semble relativement simple à réutiliser. Voilà. Est-ce que le béton, c'est quelque chose qu'on peut détruire et réutiliser pour reconstruire? Alors oui, on peut le détruire, on peut le concasser, mais ce qui fait la pollution climatique des 9% d'émanation de CO2, c'est la fabrication du ciment. Or, le béton recyclé demande tout autant de ciment que le béton. Il faut le chauffer pareil. Voilà, il faut faire tout pareil. Refaire l'opération. Voilà. Alors, évidemment, ça a un avantage quand même. Pour notre forêt, niveau ressources, on a moins besoin de ressources. Ça, c'est clair, il faut quand même le laisser. Mais, voilà, au niveau climatique, c'est tout aussi catastrophique. C'est plus ou autant que l'aviation? Je ne me souviens plus, les 9%. C'est à peu près... c'est à peu près comme l'aviation. Ouais. Donc les 9% d'émissions de CO2 dues au béton en Suisse, c'est l'équivalent de l'aviation. Okay. C'est énorme. Et Holcim à Aix-les-Pans est le numéro 1 d'émissions de CO2 du canton de Vaud de très loin. Il y a quelqu'un dans le chat qui parlait de tiny house ici, de revoir un peu sa façon d'habiter. Est-ce qu'on a besoin d'autant d'espace qu'on en utilise? Voilà, c'est tout ça. On a eu un concept qui a été présenté à Masson, je ne sais pas si tu étais là, Gabriel, où un professeur de l'EPFL nous montrait qu'en fait, on pouvait très bien déconstruire si on utilisait autrement les choses. Ça veut dire que pour remettre de la terre naturelle, on pouvait maintenant détruire plutôt que de continuer à construire, mais concevoir autrement. Mais c'est vrai qu'alors, ça implique un certain nombre de choses. Ça implique moins d'espace, des espaces communs, des espaces groupés autrement, l'abolition de certaines zones villas, enfin voilà, ça implique beaucoup de choses. Je ne suis pas sûr que la Suisse soit prête à tout ça, c'est d'ailleurs ce que je lui avais dit à ce moment-là, mais voilà, il y a des recherches qui vont dans le sens dont vous parlez. Alors tu parles, il y a l'exemple des tiny house, ça fait partie d'un de mes rêves justement, et en Suisse c'est très compliqué, en France c'est plus simple pour le moment de ce qui concerne les habitats légers. Alors la France ça commence à se durcir avec le gouvernement actuel, mais en Suisse on veut qu'une famille, des gens soient dans une maison en dur. Il est interdit on ne peut pas avoir d'habitat léger sur un terrain, c'est pas accepté. Alors que ça pourrait être une solution pour diminuer l'emprise sur le terrain et avoir d'autres formes d'habitat plus sobres, c'est sûr. Mais ça fait partie d'un des chantiers qu'il y aurait à faire en Suisse, c'est d'alléger la législation sur ces habitats légers. La réflexion sur la densification, vous en avez aussi en termes d'association, c'est-à-dire qu'on dit beaucoup qu'un des problèmes suisses, c'est le peu d'espace à disposition. Et que du coup,
pour finalement assimiler cette augmentation des besoins démographiques notamment en habitat pour moins aller détruire et je crois qu'il y a un nom pour ça, miter le territoire. Eh bien, on va essayer de densifier. Densifier, ça veut dire construire plus haut, ça veut dire construire plus serré, ça veut dire quoi et c'est ça. Est-ce que ça, c'est une solution? C'est une solution pour arrêter le mitage du territoire. Certainement. Grignoter les terres agricoles et forestières. Ça, c'est sûr, mais ça ne change rien au niveau du béton. Pour l'instant, je veux dire, il faudrait dosifier. Alors, dosifions, mais autrement. Puisqu'on a dit tout à l'heure qu'on pouvait monter assez haut avec des alternatives. Mais allons-y. Le problème maintenant, c'est qu'il faut réapprendre aux gens à construire autrement. Et pour ça, il faut des filiales aussi métiers, de connaissances, d'apprentissage. Et puis, il faut accepter aussi que la construction, ça coûtera peut-être un peu plus cher, quoique si on arrête de subventionner le béton reviendra cher, mais il faudrait admettre qu'on arrête la subvention. Et puis qu'on avance justement qu'on soit prêt à payer un peu plus cher sa construction. Là, j'étais dans un marché à Morges à discuter, à distribuer les tracts. Un architecte me dit, de toute façon, vous arrêtez. Moi, mes clients, ce qu'ils veulent, c'est payer 10% moins cher. Vous, tout ce que vous proposez, c'est 10% plus cher. Ça ne marchera jamais. Bon, alors, arrêtons de donner de l'argent à Holcim et puis et payer la note des ravages après. Voilà. Et puis mettons des aides à la construction avec des alternatives. On pourrait faire ça quand même, me semble-t-il. On l'a fait avec des pompes à chaleur. Allons-y avec le béton. Mais je pense que tout ça va venir. Tout ça va venir. C'est pour ça, stoppons cette gravière autant qu'on peut et si possible complètement. Gagnons du temps, tout le temps, chaque année gagnée, parce qu'on parle en année là, elle ne va pas se construire, elle ne va pas se mettre en branle demain, malgré la mise à l'enquête en fin d'année, avec les oppositions qu'on va y mettre, on les embête bien, je crois. On parlait de la petite lutte, des petites gens. D'abord, c'est extraordinaire de se retrouver avec des gens qu'on ne connaissait pas dans la région, avec un projet, oui, c'est extraordinaire. On est tous très différents et très complémentaires. C'est vraiment fantastique. Et voilà, donc ce combat-là de petites gens, dans le sens, on n'est pas des gens qui sommes... De pouvoir. On n'est pas de pouvoir, voilà. On a quand même un sacré... Bénévole. On est un sacré caillou dans leurs pieds. Hein. Ils ne pensaient peut-être pas que ça allait arriver. Je pense qu'on est un peu dérangeant pour eux, vraiment. Oui, puis c'est aussi ça, je pense, qui à terme peut les faire réfléchir à 2 fois avant de démarrer quelque chose, c'est de prendre en considération tout ça. C'est-à-dire, non, ça va plus être aussi facile aujourd'hui. Bien sûr, parce que non seulement il y a des problèmes dont vous avez parlé qui sont inhérents de toute façon à la chose, mais il y a aussi une pression qui augmente et une opinion qui est de moins en moins favorable, voire qui pourrait devenir défavorable. Là aussi, on l'a vu notamment avec Israël, les Américains étaient très favorables à Israël, mais à force de faire des horreurs, eh bien, l'opinion change. Et peut-être il y a aussi quelque chose de cet ordre-là, mais pour le coup, il faut visibiliser. Il faut donner de l'information. Remontrer les liens. Peut-être montrer à des gens qui sont plus urbains, qui sont passionnés par le bord du lac, montrer que les forêts derrière, c'est pas juste un endroit où les gens de Ballan viennent cueillir les champignons, c'est la source de leur eau potable. Donc faire le lien, et voilà, il y a des belles citations. Un peuple sans forêt est un peuple qui se meurt. C'est peut-être de la belle poésie, mais c'est du littéral. C'est sans les forêts, on n'a pas d'eau. Sans eau, il n'y a pas d'être vivant. Donc, il faut refaire ce lien. En tout cas, moi, c'est mon job de médiateur scientifique entre qu'est-ce qui fait que l'on est vivant, c'est l'eau. C'est l'eau de qualité. Qu'est-ce qui fait qu'on a de l'eau de qualité, c'est les forêts. Il n'y a vraiment aucun autre écosystème, aucune technologie qui peut y pallier. Donc, ouais, le travail, c'est aussi beaucoup ça. Et je le lie à mon travail professionnel, c'est de faire des liens et de montrer les causes à effet. Souvent, j'ai remarqué où les luttes sont moins fortes, c'est pour communiquer. Parce que je ne sais pas, c'est un set de compétences qui est un peu... comment dire, prosélyte. On est là aujourd'hui.
Ouais, ouais, bah oui, exactement. Merci de faire cet effort-là. Qu'est-ce que vous mettez en place pour essayer de diffuser ou de partager ou de faire savoir, ou plus largement? Alors François a créé un magnifique site internet où c'est une banque de données incroyable. Oui, ça s'appelle sauvegardelesboîtesballons.ch. Vous tapez sauvegarde, ballon et vous tombez dessus. On y montre justement les alternatives, les combats parallèles aux nôtres, Notre argumentaire, notre argumentaire, nos événements voilà. Et tous nos événements. Vous aurez vraiment tous les et renseignements. les oppositions. Et si vous y allez aujourd'hui, parce que j'aimerais juste préciser la chose encore, c'est très important qu'on n'oublie pas. Si vous y allez aujourd'hui, déjà, vous pouvez devenir membre, hein, ça c'est tout facile, vous le faites à travers le site, mais vous pouvez surtout signer une pétition qui a été lancée par l'ASBBE à travers Compax, qui est à ce jour à près de 5800 signatures. Et ça monte toujours. Je pense qu'on va arriver à 7-8 000 sans problème. Allez signer cette pétition. C'est fait en un clin d'œil. Vous devez juste mettre quand même votre numéro postal et puis votre nom, votre prénom et votre adresse mail. C'est vraiment extrêmement important pour nous parce qu'on va la déposer. C'est une pétition qui s'adresse au Grand Conseil, mais qu'on va adresser aussi à la commune de Ballon. Et enfin, on va la déposer en fin d'année ou au tout début d'année prochaine. Sinon, on a un site Instagram aussi qui est nouveau maintenant, qui a été, enfin, on l'a vu au début. Il y a Même une page, non? Heureusement qu'il y a quelques Pardon, jeunes qui nous... Pardon. Une page, ouais, ça révèle des choses. Ou un profil, en fait, je sais pas, moi je Je suis ne pas sais sur pas. J'y Instagram. suis même pas non plus, mais heureusement qu'il voilà. y a des Donc jeunes ça, c'est pas moi qui qui les nous fais, aident. c'est des Ouais. jeunes, c'est Mhm. vraiment les tout jeunes qui le font, et c'est très très bien maintenant. Il n'y a pas de problème. Et voilà, donc on essaye, on fait des infos villages, comme on a dit. Ouais. On est en essaye tournée. on discute avec des gens, on va faire des marchés maintenant. Voilà, on avance comme on peut. On Mhm. aimerait quand même plus de... On parlait de la difficulté d'obtenir de l'aide des 18 Mais oui, 30 ans. parce que c'est toujours le même constat quand on fait des événements, quels qu'ils soient, souvent écologiques, la salle est remplie de têtes blanches. Donc, comment faire venir les jeunes, c'est toujours très compliqué. Bon, après, voilà, il y a les études, il y a le travail, mais bon, là, ils sont dans le bain autant que nous, peu importe la génération, hein, c'est transgénérationnel. Et là, c'est sûr que c'est peut-être clairement des lacunes qu'on a en communication. Ouais. Et on a quelques pistes. J'étais au Festival Salamandre la semaine dernière où j'ai fait une intervention et après j'ai pu discuter avec des jeunes YouTubeurs ou TikTokers et qui me disaient être intéressés à venir faire des vidéos chez nous. Donc il y aura peut-être bientôt sur TikTok des vidéos de 45 secondes pour capter l'attention on va dire des 15-25 ans. Et tant mieux parce qu'il faut leur parler d'écologie à elles et eux aussi. Mhm. C'est un peu une déception quand même. On va pas, voilà, espérons que tout cela va changer. De savoir que à la fois les gens de Ballon sont un peu les gens qui sont moins intéressés à sauvegarder leur forêt, et les jeunes, bon sang, on fait pas ça pour nous parce que si on se bat comme ça, c'est vraiment pour eux. Et on n'aimerait pas le faire pour eux, mais on aimerait le faire avec eux. Tout en rappelant. Et elles. Tout en rappelant que celles et ceux qui ont tiré la sonnette d'alarme C'est en déjà- juin 2024, les grondements des terres, ils n'ont pas encore de cheveux blancs. Donc Et de loin pas. il y a quand même aussi des jeunes bien déterminés Ouais. et merci à elles et eux Oh oui. de se mettre en danger, voilà, de risquer des casiers judiciaires et voire plus pour nous alerter et nous mettre en mouvement. Ce qu'on a. Oui, et je suis assez convaincu, mais on n'en est pas encore là, que si ça venait à avancer trop, il pourrait y avoir des groupes, et là en général c'est de nouveau les jeunes, mais c'est plus une question de capacité physique, qui pourraient venir faire une ZAD ou occuper des lieux aussi. Enfin, c'est pas à exclure. Vous avez déjà pensé à ça ou c'est encore trop lointain? Je dirais l'action par la force en fait. Alors, y Mais penser, oui. Y planifier, c'est pas du tout notre travail parce que nous, on est vraiment dans ce travail juridique et travail d'opinion, dans ce plaidoyer pour la forêt. Mais non, on n'est pas dans les petits papiers de celles et ceux qui pourraient se mettre dans les oui, arbres. et puis en en tout cas. Suisse, il faut beaucoup d'années pour beaucoup de choses. Donc là, les échéances à venir, c'est quoi le calendrier? C'est justement cette mise à l'enquête Mhm. qui va... On en saura plus déjà à ce moment-là, parce que pour l'instant, connaître les études qui ont été faites, c'est pas possible.
C'est un manque de transparence terrible. On vient nous présenter des choses maintenant. Enfin, comme par hasard, depuis qu'on est là, hein, je veux dire, on est venu nous faire des présentations, on nous a fait une belle plaquette, mais encore une fois, tout est beau, il n'y a rien à voir. Circuler, vous inquiétez pas, tout va bien aller. Voilà. Bah, si je peux peut-être résumer, parce qu'on a commencé à le faire, les quoi faire pour nous soutenir. Alors, le plus simple et qui ne coûte rien, signer la pétition. Le deuxième qui coûte minimum 20 francs, c'est devenir membre, parce que si on a 50 membres, on est ridicule. Si on est 500, bah voilà, on commence un peu plus à prendre à paraître un peu plus sérieux face aux exploitants et aux yeux des politiciens. Et on a 385 membres, je le répète. On a 385, ça monte actuellement. petit à petit. Et la troisième chose, bah, c'est si vous le pouvez, tout le monde le peut faire, les oppositions. Si vous le pouvez, si vous êtes à 100 mètres des nuisances, après faire recours. Et puis, sinon, c'est aller voir les gens autour de chez vous qui peuvent aller comme nous chercher ces gens qui pourront faire recours et donc aller voir le tracé sur notre site des camions et de regarder, là il y a ma grand-mère qui vit là, elle pourrait faire recours, ou alors moi j'ai quelqu'un qui est à côté de la gravière, et donc faire ce travail que nous on fait personnellement, mais d'agrandir notre réseau pour trouver des gens qui puissent faire cette opposition et ce recours juridique. Ce à quoi il faut faire attention, je ne sais pas si tu l'as dit, c'est que toute personne qui devra faire un recours devra faire une opposition préalable. Il faut commencer par l'opposition. Si vous n'avez pas fait d'opposition, vous ne pouvez pas faire recours. Donc concrètement, pour ne pas louper l'opposition, il y a une newsletter. Inscrivez-vous à une newsletter ou regardez le site régulièrement, mais c'est plus pratique la newsletter. Et vous recevrez, le canton dit entre décembre 2025 et février 2026, donc ça arrive tout bientôt, vous aurez un message de notre part, hyper protocole, en mode, voilà, maintenant c'est parti, il faut faire opposition, veuillez télécharger ça, signer, renvoyer, et on s'occupe du reste. Donc le travail que nous faisons, c'est de prémâcher énormément toutes ces mesures qui peuvent paraître lourdes. Donc ce que peuvent faire les gens pour nous aider, c'est d'être alertés et d'être peut-être inscrits à la newsletter pour avoir l'info quand il faut. Quand tu dis nous, c'est le comité. Le comité, ouais. ASBB. Exactement. Chercher les gens aussi pour le comité, peut-être? Non. Enfin, s'il y a des gens qui ont des... Pourquoi pas? On parlait d'être complémentaires. Non, mais je veux dire, pour l'instant, on est déjà une quinzaine. Oui. Donc, c'est bien une quinzaine. On travaille en groupe de travail, on se retrouve toutes les 2-3 semaines. Maintenant, ce sera toutes les 3 semaines. Avant, c'était 4. Donc, parce qu'on voit l'urgence venir. Et puis ici, on a fait tout plein de comités spontanés, parce que tout d'un coup, quand il y a urgence, il faut qu'on fasse des choses. Non, ça prend énormément de temps, mais c'est totalement jouissif. Mais je dirais quand même pas un gros nom, parce que si des gens veulent donner du temps et qu'ils ont des capacités qu'on n'a pas, ou qui sont complémentaires, ou qui nous relèvent, parce qu'il y a toujours aussi une fatigue, on l'a senti ces derniers temps avec la mobilisation et tout, moi je dirais oui. En tout cas, qui nous contactent, on va boire un café, on les invite à un comité. On en a déjà eu plusieurs des personnes comme ça et qui ne reviennent pas après forcément à tous les comités, mais hop, qui nous donnent une occasion, qui nous font des distributions de flyers, qui nous aident sur une communication. Et donc, ça peut être des gens qui ne font pas partie du comité du noyau dur, mais qui sont dans un deuxième cercle. Et là, je pense que je dirais que ce deuxième cercle, il aurait besoin un peu plus de force vive. Oui, tout à fait. C'est ces personnes références dont on a besoin, vraiment. Des scientifiques, alors on a déjà un très bon scientifique ici, mais on en a d'autres. Des gens dans le juridique, on a aussi, mais plus on est nombreux, mieux c'est. Donc oui, on a besoin de forces vives pour organiser des marchés, par exemple. C'est pas forcément le comité qui doit aller au marché, mais c'est ce deuxième cercle dont on parlait. Un scientifique ne travaille jamais seul, toujours avec les autres disciplines, mais même aussi des oreilles et des écoutes et des actions politiques. Par exemple, dernièrement, ce qui nous a aidé à Aubonne et qu'on a été accueillis à Aubonne dans la salle du château, c'est qu'il y a eu une interpellation aussi de la commune. Donc des gens peuvent interpeller leur commune leur disant « Ah mais attendez, on est concerné en fait par cette gravière ». Et donc interpeller les communes, c'est quelque chose d'hyper important et de le faire maintenant. Les communes et tous les élus d'ailleurs auxquels on pourrait avoir accès le cas échéant au niveau cantonal aussi, et fédéral, je ne sais pas, il se passe des choses au niveau fédéral, puisqu'en Suisse, il y a ces 3 niveaux-là. On n'est pas dans un bon moment, je crois. Non, effectivement, c'est un peu compliqué. On a un conseiller fédéral qui s'occupe de l'environnement, qui n'est pas forcément la meilleure personne dont on peut rêver. Donc voilà, c'est très compliqué maintenant l'environnement au niveau fédéral.
en plus en période où on est censé devoir faire des économies. Oui, Donc, et où d'autres crises aussi éclipsent. On ferme les garderies, alors l'environnement, ça passe encore derrière, vous voyez, pour beaucoup. Oui. Ouais. En tout cas, tout n'est pas de notre côté, ça c'est clair. Mais c'est pas une raison pour baisser les bras. Loin s'en faut. J'ai l'impression aussi que ces projets-là créent une forme d'humanité, une forme en tout cas de communauté avec des intérêts communs, des gens qui apprennent, alors qu'ils ne l'avaient peut-être jamais fait avant, à travailler, à coopérer, à construire et surtout à se former sur des choses qu'ils ne connaissaient même pas forcément. Donc ça, c'est vraiment un net positif. Et voilà, je voulais vous demander si est-ce on a raté des aspects de ce que vous aviez à partager aujourd'hui sur cette forêt du bois de Balan que vous essayez, que nous essayons de préserver. Je relis notre beau Allez, flyer tu peux le montrer, là, argumentaire regarde. Hop. Bon, là. qui vient de sortir, en tout cas. On a essayé, voilà, c'était un peu prétentieux, mais on a essayé en une demi-page de rassembler notre argumentaire. Il y en a un beaucoup plus long sur le site, Tout à fait. Voilà, beaucoup pour plus ceux qui- détaillé. Mais voilà, encore une fois, c'est pas seulement la défense d'une forêt, c'est les nuisances qu'il y a derrière. Et ensuite, où va ce gravier en bout de chaîne? Il va pour bétonner. Donc c'est tout un système que l'on essaye de remettre en question. Et donc, je pense que l'information, si vous voulez plus, on l'a pas mentionné, mais en tout cas, l'enquête d'ID News, qui est ce journal indépendant qui a révélé pendant le Covid cette organisation mafieuse on peut le dire, du gravier en Suisse romande, a été transformé en BD. Alors, plus abordable, moins long à lire, qui s'appelle Béton, enquête en sable mouvant. C'est avec beaucoup d'humour et ça montre vraiment les enjeux de l'exploitation de cette ressource dans le coin et les alternatives. Il y a énormément de pages à la fin sur quelles sont les alternatives dans la région. Donc, très bonne BD abordable pour comprendre l'enjeu du béton ici. Juste pour dire encore un mot quand même par rapport à cette enquête, où on nous montre que Prométhée, qui est l'organisme qui est censé s'occuper de la nature et de la paysannerie, d'aider la paysannerie suisse, s'en est contrefichu de ce qui s'est passé dans cette forêt. Et ça ne les intéresse pas. Dès que ça touche le sous-sol, ça ne touche pas. Donc, ils ont laissé faire un certain nombre de choses. Savoir aussi qu'il y a des gens qui deviennent en ce moment, qui font des CFC de paysans juste pour avoir le droit d'acheter des terres pour pouvoir ensuite les exploiter. Non, mais c'est absolument fou ce qui se passe en ce moment. Et puis depuis des années, c'est depuis des années. Là, c'est pas Holcim, c'est l'autre dont j'ai parlé un peu plus Trafic tôt. de terre, ouais, Voilà. avec des agriculteurs en paille. Oui, c'est ça. On a de moins en moins d'agriculteurs. Hein, et puis, les petits agriculteurs qui restent, ça devient des conglomérats, enfin des grands... La diversité à ce niveau-là, elle est aussi... Et là, ce que voulait dire François, c'est qu'il y a des faux agriculteurs ou qui ont le titre, mais qui se font pour Orlati, pour le compte d'Orlati, ils achètent des terrains parce qu'il n'y a que ceux qui ont des formations de paysannerie qui peuvent accéder aux terres agricoles. Parce que là, on parle pour le projet en question de 43 hectares de forêt, mais il y a aussi 16 hectares de... Ça monte à 90, le tout. Le tout? Ah ouais, il y a Le tout, c'est 90 hectares. Ah oui, avec les deux, mais avec les juste deux, cette première. Oui. Il y a 43 hectares de forêt, mais il y a aussi 16 hectares pour l'instant de terres agricoles qui sont concernées. Et les terres agricoles, on le sait, l'importance en Suisse et le manque d'espace qu'il y a. Pour pallier à ça, il y a une règle qui dit que c'est que les agriculteurs qui peuvent accéder à des terres agricoles. Et donc, Orlati embauche des agriculteurs en paille, des gens qui ont le titre, mais qui ne vont pas exploiter la terre, qui vont la donner à Orlati. Tout ça, c'est dans la magnifique BD qui raconte ce western. Et qui demande une vigilance de toute heure et qui montre que s'il y a des forces qui s'allient pour préserver, guérir et rendre justice à notre environnement, il y en a d'autres qui s'opposent et qui, bien souvent aussi, malheureusement, sont malines et qui trouvent tous les loopholes, tous les petits passages, les failles du système. Pour en profiter, pour s'enrichir, pour le coup pour détruire, souvent, ça va de pair. Et que, il n'y a pas 36 000 réponses, sinon que ceux à qui ces terres appartiennent en prennent conscience et puis agissent. Et c'est souvent, moi, j'observe beaucoup de gens qui voient les choses, mais avec un regard un peu impuissant. Ouais, c'est comme ça, on ne peut rien faire.
Et vous êtes la preuve que c'est pas le cas et il suffit, entre guillemets, de vous rejoindre. Mais c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Il y a du temps à prendre de ses ressources, de son quotidien, qu'il faut changer quelque chose si on souhaite préserver ce qui est à préserver. Et ça, je vous remercie en tout cas d'en être et puis d'œuvrer pour que ma région reste belle, naturelle et puis vivable surtout. Que l'avenir, effectivement, il y aura encore bien des choses qui nous pousseront dans nos retranchements. C'est que le début. Ce n'est que le début. Par cette émission, vous y contribuez aussi. Hein. Tout à fait. Certainement, oui. Certainement. Merci Antoine. Merci à vous en tout cas. Et puis, Merci. on se tient au courant. Et peut-être je donnerai des nouvelles sur cette chaîne des prochaines étapes si les choses se passent. Avec peut-être des experts aussi. Je crois qu'il y a, comment il s'appelle ce monsieur qui est expert en forêt, en arbres aussi, Zurcher. Ernst Zurcher qu'on a invité. Voilà, c'était un conférencier qui parle des arbres comme personne d'une manière très harmonieuse et qui, j'espère, sera sur ce plateau prochainement. Et si je peux te suggérer un bon complément, des architectes. Interviewer des architectes parce qu'ils sont en pleine révolution intellectuelle. Tu l'as dit, hein. Ils notamment de la Fédération des architectes suisses, la FAS. On peut te donner des contacts volontiers. Section suisse romande. Ils sont à fond avec nous. Oui. Ils ont été un grand soutien pour le Mormon aussi. Clairement. Et ces questions, nous poursuivrons encore pour des générations et c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à bifurquer. Merci messieurs. Merci à vous. Merci. Bonne continuation et à la prochaine. Tout pareil, merci. Ciao. Allez, ciao.